Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Je vous prie de m'excuser pour cet énorme fail sur un sur un podcast à propos du podcast, quoi. Donc du coup, comment faire bien les choses. Bah voilà, on commence mal, mais c'est pas grave. C'est la joie du direct, ce que j'ai pas d'habitude sur Génération Do It Yourself. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de comment on fait un podcast, de répondre à toutes vos questions. L'idée, c'est que ça fait donc 3 ans et demi que j'ai créé Génération Do It Yourself. On a depuis créé pas mal d'autres podcasts, La Martingale, Pitch Pong, Le Panier, Yves Dizendev, etc., avec des recettes qui fonctionnent assez bien, que ce soit sur le matos, que ce soit sur la distribution, que ce soit sur la prod. J'ai déjà mis en ligne, certains d'entre vous le savent, beaucoup de ressources. Si vous tapez matériel podcast sur Google avec mon nom, si vous trouvez pas, ou si vous tapez comment produire un podcast avec les moyens du bord, et ben évidemment vous trouverez pas mal de choses qu'on a proposées sur donc les logiciels qu'on utilise, Auphonic notamment parmi d'autres, du montage avec des logiciels gratuits, payants, etc., etc. Mais l'idée, c'est que je reçois quand même presque tous les jours des questions sur LinkedIn, par mail, sur Insta, à propos de personnes, et j'en ai eu pas mal ces dernières semaines. Je crois que le confinement a donné aussi beaucoup de vocations, et donc du coup, je me dis qu'on s'est dit avec Zoé, qui est avec moi ici, qu'il serait intéressant de répondre à toutes ces questions. Je pourrais dire une bonne fois pour toutes, ce serait quand même un peu exagéré, mais pour pouvoir aussi partager tout ça et peut-être répondre à un max de personnes aussi à l'avenir qui pourront avoir accès à ce podcast. Donc c'est parti, si vous voulez qu'on en parle. Je crois que c'est Noé que je reçois en premier. Noé, est-ce que tu arrives d'un instant à l'autre, je crois. Ouais. On s'est déjà parlé il y a 2 semaines. Salut Noé, ça va ? Salut Mathieu. Ouais, très bien, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Mieux que moi, c'est déjà ça. Hein, un petit cours à mon tour là-dessus. J'ai pas cette prétention. Ah, bon, on a échangé nous il y a une semaine ou deux à propos de, donc toi tu bosses chez Raise, hein, c'est ça, Raise Sherpa, Exactement. Ouais. qui est donc un fonds dont j'avais reçu l'une des fondatrices, Clara Guémard, et vous réfléchissez à créer un podcast chez Raise, ou c'est en cours même déjà. Ouais, exactement. En gros, en 2 mots, donc Raise Sherpa, c'est une fondation qui acte pour l'entrepreneuriat aujourd'hui. En fait, on se définit comme un accélérateur philanthropique. En fait, on conçoit des programmes de financement et d'accompagnement pour des entreprises, plutôt des startups post-amorçage. Donc, on va dire entre le post seed et la série B, pour ceux qui connaissent. Donc, on va dire des boîtes qui se situent entre 0,5 et 10 millions d'euros de revenus. Effectivement, ça fait partie d'un groupe qui est plutôt un groupe centré sur l'investissement, créé par Clara Guémard et Gonzague de Blinière. Et la particularité, c'est que les fonds d'investissement au sein de ce groupe abandonnent 50% de ce qu'ils gagnent pour la fondation que je co-dirige. Et donc, du coup, on a effectivement, comme tu l'as dit, un projet de démarrer un podcast dédié à l'entrepreneuriat. Donc, finalement, c'est pas très loin de ce que tu fais sur Génération Do It Yourself. Et on se pose pas mal de questions. Moi-même aussi à titre perso, parce que j'ai aussi un parcours de sportif dans le domaine du hockey sur glace que tu connais bien. En effet, ouais. Quelques points communs. Ouais. Et l'un des sujets, c'est aussi de faire le lien entre le sport et l'entrepreneuriat. Donc 2 sujets qui sont beaucoup traités, en fait, sur lesquels il existe pas mal de contenu, pas mal de podcasts, pas mal de formats différents. Et nous, on se pose notamment la question de savoir est-ce que ça vaut toujours le coup de lancer un podcast aujourd'hui, sachant que c'est plus vraiment avant-gardiste. Et le corollaire, c'est aussi comment se différencier, tu vois. C'est un peu les questions qu'on se pose même en amont. La question de l'avant-gardisme, en fait, finalement,
En fait, je pense que la vraie question de fond, c'est la qualité du contenu, tu vois. S'il y a un contenu qui est bon avec des invités qui sont intéressants et des questions qui sont pertinentes pour une cible, ben, je pense que tu vois, en 2020, nous on peut encore recommander à des clients de créer un blog, tu vois, alors que Mm. c'est saut 2006, quoi, tu vois. Donc, parce qu'il y a des bonnes choses à dire qui vont rester, qui permettent de faire du SEO, qui permettent de, voilà. Euh, et moi, je suis assez persuadé que le podcast qui sera en haut des charts dans 2 ou 3 ans, il est potentiellement pas encore créé. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvements encore. Je pense. Moi, je pense très fort aussi qu'il va y avoir beaucoup de stars qui vont s'y mettre. Là, aux États-Unis, après, aux États-Unis, ça fait 7-8 ans. Hein. Moi, j'écoute des podcasts américains depuis 2013-2014. Enfin, ça fait plus longtemps que ça existe, mais 7-8 ans que cette nouvelle vague est arrivée. Et là, cette année, on voit Michelle Obama qui va se lancer là. Je crois que chez les Kardashians, il y a des choses aussi. Donc, on a un mouvement quand même de fond qui est là. Donc, je pense pas du tout qu'il soit trop tard en France pour faire ce genre de mouvement. La base, c'est de se dire pourquoi on le fait, à qui on s'adresse. Et voilà, mais je pense qu'on est encore que au début. Il y a encore plein de gens qui écoutent jamais de podcast. Voilà, donc je pense qu'il y a de la place. La difficulté à la limite que je pourrais te donner, c'est plus le côté corpo. Ce qui est très compliqué pour moi, c'est de lancer un podcast en tant que c'est pour ça que j'ai pas fait le choix de lancer le podcast de Cosa Vostra. C'est mon podcast à moi. Et tu vois, c'est difficile de parler en tant que Race Sherpa. Et il faut que ta corpo accepte éventuellement que ce qui est plus facile quand tu es entrepreneur, que tu fasses un podcast dont elle va bénéficier, dont elle potentiellement paye tes heures, etc., mais qu'elle tient. Parce qu'en fait, ou alors, faut vraiment avoir quelque chose qui est dans lequel potentiellement il n'est pas incarné, en tout cas. Parce que sinon, je t'en prie. Non, pardon, excuse-moi, mais tu parlais de te différencier sur le contenu, effectivement. Donc là, je pense qu'on est d'accord. Et ensuite, sur le format, est-ce que c'est aussi une idée qui t'est venue? Voilà, par exemple, on fait du live. Il y a aussi pas mal de plateformes qui, sur la thématique du podcast, itèrent, sortent de nouveaux produits, une nouvelle manière d'interagir. Il y a maintenant des sortes de podcasts un peu avec des temps très courts en one-to-one. Quelques apps qui sortent là-dessus. Il y a du live, comme on est en train de le faire, mais aussi, exact, ouais. C'est, je pense, avec Cappuccino. Il y a du Storm, évidemment. aussi, exact. C'est des choses aujourd'hui sur lesquelles toi tu penses à évoluer sur Génération Do It Yourself, ou maintenant que tu as trouvé ta baseline, etc., il vaut mieux persévérer et continuer sur ce format-là? C'est très compliqué comme question et c'est des questions que je me pose tous les jours dans le sens où en fait, soit tu te dis j'ai un tronçon central que je sais bien faire, qui est ce format long, et c'est là où tu vois dans des possibles itérations et les ouvertures qu'il y a, c'est faire un génération do it yourself beaucoup plus court, beaucoup plus long, je sais pas, mais sur d'autres plateformes, d'autres lieux de distribution, etc. Par rapport à ta question, la difficulté, c'est est-ce que je me dis pas les options que je pourrais avoir, c'est de me dire j'en fais 5 fois plus. En fait, je vais en faire un par jour. Tu vois, tu prends des Joe Rogan aux États-Unis, ils vont poster beaucoup et des épisodes qui durent jusqu'à 5 heures et ils cartonnent. Hein. On parlait de 190 millions d'écoutes mensuelles, c'est quand même quelque chose de gigantesque. Ou alors je vais mettre un peu partout et je vais avoir une stratégie d'hyper distribution, ce que fait plus un Gary Vaynerchuk ou quelqu'un comme ça. Ou alors je vais rester finalement très focus comme un Tim Ferriss ou James Altucher sur 1 voire 2 formats par semaine, que de l'audio et puis je me saoule pas trop et je continue à grossir comme ça. C'est des bonnes questions. Je suis plutôt sur la démarche 1 à 2 par semaine sans trop me prendre la tête. L'audio, le live et la vidéo, c'est quand même une plateforme intéressante. Moi, j'aime beaucoup LinkedIn, donc du coup, j'ai quand même envie de travailler un petit peu plus ça. Puis en plus, je fais partie des rares chanceux en France qui ont l'accès à LinkedIn en live. Donc, je creuse un peu le sillon et on verra. Je pense que ça permet, tu vois, de faire ce qu'on est en train de faire là. Alors, on pourrait le faire sur Storm aussi, mais sur Storm, il y a personne, en l'occurrence. Donc, du coup, alors que sur LinkedIn, il y a plus de monde. Donc, du coup, finalement, je me dis, il y a peut-être un bon bundle à te dire, en gros, je fais des épisodes un peu plus interactifs, communautaires, etc. sur LinkedIn, une fois par semaine, une fois par mois, enfin, avoir la démarche et
et mes épisodes longs, plus tradis le dimanche en podcast natif simple, quoi. Ouais, en fait, finalement, un peu de test and learn et ensuite de tirer les bonnes conclusions, quoi. Exactement. Et alors ensuite, je sais pas combien de temps j'ai exactement, mais j'avais une question sur le contenu et notamment sur le choix des invités. Alors, je vais te poser la question et puis ensuite je m'expliquerai. Est-ce qu'il faut céder à la fame dans le sens où, par exemple, nous, on a cette idée de podcast, donc à faire le lien entre entrepreneuriat et sport, mais aussi peut-être interroger des entrepreneurs un peu différents, des entrepreneurs qui ont fait des exits, qui ont levé beaucoup de fonds, peut-être des personnes incroyables qui ont réussi simplement à pérenniser leur boîte, leur modèle, ou qui n'ont pas forcément eu le parcours espéré, mais qui sont des personnalités incroyables. Et si je prends, tu vois, le thème de l'entrepreneuriat, pourquoi pas un jour recevoir l'artisan boulanger en bas de chez soi, qui a peut-être des choses incroyables à raconter, mais qui est pas forcément dans la catégorie fame. Pareil pour les sportifs, en fait, tu as aussi plein de sportifs qui ont peut-être raté leur carrière, qui ont fait des centres de formation, qui n'ont pas percé comme ils voulaient, et qui ont pas mal d'apprentissage et de vécu peut-être à retranscrire. Je pense qu'il faut vraiment, alors toute une question de pourquoi tu le fais et ce que tu veux faire. Si ton podcast c'est sur la fame, why not? Moi c'est pas le cas. Donc du coup je suis sur le fond plus que sur la forme. À la limite moi la forme je préfère le laisser à Instagram sur du contenu snackable en 2 secondes et sur le fond pour tenir 2 heures. Voilà, si t'es sur quelqu'un qui a que de la fame entre guillemets et mais qui a pas beaucoup de fond. Tu feras un épisode qui sera pourri et qui va pas te faire kiffer en plus et qui plaira à personne. Après, faut juste souvent relier, pas toujours, mais souvent relier la fame à un fond. Il y a une raison pour laquelle quelqu'un est famous, quoi. Tu vois. Et moi, si je dis tout le temps que je vais voir Zizou sur ce podcast, c'est que le mec, il a quand même gagné une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, X Ligue des Champions en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Bon. Il y a un moment où tu te dis, a priori, il y a du fond derrière tout ça, tu vois. Donc, c'est souvent un peu lié. Et si tu peux avoir un peu des deux, évidemment, je pense que c'est intéressant. Et tu vois, il y a des questions qu'on me pose, et on m'a fait une remarque récemment où je disais, même Didier Deschamps, j'aimerais bien l'avoir. Tu dis comme ça, c'est une bonne idée, il a gagné tout ça, etc. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, ouais, mais t'as déjà vu Didier Deschamps se livrer quelque part? Ouais. En fait, la réponse qu'on m'a dit, c'est, je dis pas que je ferai jamais Didier Deschamps. Attention, mais en fait, c'est sûr que dans l'imaginaire collectif plus que l'imaginaire, la réalité c'est quand même le roi de la langue de bois, quoi. Donc du coup, est-ce que tu arriverais à tirer un truc de Didier Deschamps? Peut-être pas, mais ça mérite de se tester. Donc voilà. Mais surtout, il faut aussi être capable d'en sortir et aller chercher des épisodes intéressants avec des gens qui ont du fond, qui sont pas connus et à qui tu vas rendre service en plus grâce à tout ça. Mais voilà. Et en effet, je vois Alexandre qui dit la fame rapporte aussi l'audience de l'invité. Et ça, c'est vrai, quoi. Il y a une autre technique de podcasteur assez connue, c'est de se faire des invites entre podcasteurs d'un podcast à l'autre. Ça marche assez bien. Les Américains le font beaucoup. Je trouve qu'on ne le fait pas assez en France sur les très gros podcasts. Mais en effet, évidemment, voilà. Bon, moi, récemment, je fais Yannick Noah. C'est de la fame, mais c'est quand même quelqu'un qui a du fond derrière. Moi, j'ai adoré cet épisode. Et voilà. En revanche, j'ai pas capté son audience à lui parce que il l'a pas reposté, mais parce que pour lui c'est un épiphénomène. Donc je peux pas lui en vouloir en fait, quoi. Tu vois, alors que je pense que ça aurait intéressé beaucoup de gens de son audience, mais malheureusement, voilà. Donc faut aussi être capable d'utiliser ce levier quand on y arrive. Et finalement, qu'est-ce qui drive le plus l'audience? Ça va être un Yannick Noah qui va effectivement avoir pas mal de choses à dire, mais dont on connaît un peu le parcours et bon, bien entendu, qui est très connu, ou peut-être une personnalité ou quelqu'un, un dirigeant qui a une boîte moins connue, mais qui aura des choses incroyables à raconter dont on soupçonne pas du tout. Je crois que c'est un peu de tout en fait. Après, évidemment, si tu prends Yannick Noah qui dit ce qu'il dit chez toi et qu'il a dit partout, ça a peu d'intérêt en fait. Bon, après tu peux le faire redécouvrir sous un autre angle, mais moi je crois ou j'ose espérer que, en tout cas moi j'ai passé un bon moment avec lui et j'ai appris des choses sur lui et on est rentré dans des détails que je pense qu'il n'avait pas forcément exprimé ailleurs. Maintenant, dans ta question, moi je pense qu'il faut absolument aller vers des choses qui t'intéressent toi. Et qui vont intéresser les autres, quoi. Et en fait, chercher juste. Alors, ça peut être une démarche et te dire, je vais faire que des titans.
Et puis avec ces titans, on va travailler ça ou ça ou ça. Mais je pense qu'il faut être capable d'aller un coup en haut, à droite, à gauche, des gens qui ont beaucoup de fonds, qui t'apportent énormément, qui sont pas connus du tout. Tu vois, moi, je sais pas, un des plus gros podcasts que j'avais fait à l'époque, c'était Philippe Gabillier sur la chance, tu vois. Et Philippe Gabillier, il n'est pas connu comme beaucoup d'autres, quoi. Donc voilà. J'imagine qu'on va passer à une prochaine personne, mais je te remercie, Noé, pour tes questions. J'espère que j'ai répondu à peu près. Ouais, écoute, très, très chouette. Si je peux placer une dernière question en 10 secondes. Vas-y. Pourquoi il y a très peu de communication sur l'audience sur les podcasts? On voit généralement assez peu les chiffres sortir. Alors, Du coup, on se rend pas du tout compte. alors moi, je l'ai dit assez volontiers. J'espère ce mois-ci atteindre 350 000 écoutes. Je pense que Zoé me dit oui, donc on va y arriver. Voilà, haut la main, je pense même. J'avais eu un effet plateau aux alentours de 300 000 pendant quelques mois. Le Covid n'a pas aidé. Voilà. Sinon, j'ai plutôt une croissance qui est de l'ordre de... Alors pendant trop longtemps, c'était 20 ou 30%. Maintenant, c'est plutôt 15-20%. Mais c'est... voilà, moi je le dis très facilement. Il y en a beaucoup qui le disent pas. Je sais pas exactement pourquoi. Moi, je donne même mes chiffres de combien j'ai gagné, combien on gagne, combien on vend. Je partage mon deck pour si vous voulez vendre votre audience, etc. Sans aucun problème. Je considère qu'il faut en partager un max pour promouvoir le podcast. Moi, j'ai intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de podcasts et ce qu'il y ait de plus en plus de podcasteurs parce que ça va déployer un peu l'usage en tout cas du podcast et qu'aujourd'hui il y a que 10% des Français qui écoutent des podcasts et je me dis que si on passe à 20, peut-être que mon podcast va doubler du coup ou tripler, enfin voilà, puisque je suis dans le haut du panier en termes d'audience, en tout cas chez les indépendants. Donc voilà, donc j'ai pas de souci à partager un max d'infos pour inciter beaucoup à le faire. Voilà. Ok. Bon je prends pas plus de temps. Salut. Merci Noé. Merci beaucoup. Salut Mathieu. Ciao. Alors, on passe à Alexandra qui arrive. Alexandra, salut, comment tu vas? Ça fait longtemps. Salut Mathieu, très bien, et toi? Ouais, très bien. Merci de nous recevoir et de répondre aux questions surtout. Je suis ravi, merci de venir. Toi, tu es avocate, toujours? Oui, toujours. Ouais. Je garde la robe. Tu gardes la robe. Et par ailleurs, je garderai la robe. Je suis aussi donc créatrice d'une legal tech qui s'appelle mesindemnités.com et je suis aussi legal designer. Donc le legal design, c'est encore quelque chose qui est pas très connu et qui est justement l'objet de. Je pense qu'il faut un média pour le legal design. Donc, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une méthode de travail qui permet d'améliorer l'expérience utilisateur en droit. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a un gros chantier. On est un peu comme la santé, on est vraiment les parents pauvres de l'expérience utilisateur. Dans le domaine de la santé, on travaille sur la douleur depuis un moment. En droit, on ne travaille pas sur la douleur. Je pense que la douleur est très forte en droit. Et voilà. Et le legal design est une méthode de travail extrêmement puissante pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc, je me disais, on est très peu. C'est une discipline qui a commencé à voir le jour au début des années 2010. On doit être, je sais pas, peut-être 5000 dans le monde à faire du legal design. On est en France vraiment une poignée. À Paris, je pense qu'on est une vingtaine à en faire véritablement. Et donc un média serait assez utile, surtout que les avocats tout particulièrement ont beaucoup souffert avec le Covid. Dans les directions juridiques, on se pose la question d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc en fait, il y a une demande qui explose en legal design et il n'y a pas d'offre et pas de réponse. Et donc un média pourrait être une bonne réponse. Donc moi, ma première question pour toi, Mathieu, c'est pourquoi le podcast plutôt qu'autre chose? Et moi, le sujet particulier que j'ai, c'est que comme on est en train de parler d'expérience utilisateur, on parle aussi du visual design, mais qui est vraiment une toute petite partie du legal design. Est-ce que toi, ça te manque, le fait de ne pas avoir de support visuel? Et est-ce que tu as trouvé un moyen d'y pallier? Donc, en gros, pourquoi un podcast plutôt qu'une chaîne YouTube? Voilà. Alors, il y a une raison fondamentale au pourquoi un podcast plutôt qu'une chaîne YouTube, c'est la frugalité du podcast. C'est que en termes de
de création, un podcast, potentiellement, ça coûte rien, quoi. Enfin, on parle de 500 euros de matériel, on parle on parle de rien du tout, hein. Vraiment quelque chose qui est facile à créer, facile à produire. Et donc du coup, là-dessus, je veux dire que il y a vraiment quelque chose qui fait que je pense pas que sur mes épisodes, alors en particulier sur du long ou très long format, il manque quoi que ce soit. Il y a une autre raison à tout ça aussi, c'est que on est hyper sollicité sur les écrans. Le téléphone, le mien est là, on passe notre journée comme ça. Et quand tu es sur un écran, tu es en concurrence avec différents types de contenus. Tu es en concurrence avec Le Monde, tu es en concurrence avec Netflix, tu es en concurrence avec... voilà, alors que quand tu es que dans les oreilles, parce que quand même, enfin, l'explosion de la voix, l'explosion des assistants vocaux, et voilà, tu as un peu moins de concurrence. Donc, dans ces moments où tu, entre guillemets, ne peux que écouter quelque chose parce que t'as pas à être concentré sur la vidéo, le texte, etc., etc. Je pense au jogging, au vélo, au commute, dans les transports, à la voiture, etc., etc. Finalement, il y a moins de concurrence. Donc, du coup, t'adresses à un moment où finalement, t'as peut-être plus de chances d'émerger. Et quand tu cumules un peu tout ça, et notamment en particulier sur une cible comme la tienne qui est très niche, et qu'en plus, tu vas aller chercher à faire du fond parce que t'es sur des trucs vraiment d'intelligence, etc., etc. Finalement, le côté focus de l'audio, moi je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant à travailler, cumulé au fait que ce soit pas forcément cher à produire, que tu peux le faire à distance relativement bien. Moi je préfère le faire en physique, mais tu arrives quand même à faire des choses à distance relativement bien pour pas grand chose. Je pense que si tu cumules tous ces faisceaux, tu te dis en fait le podcast c'est pas con, tu vois, et voilà, avec un usage qui explose. Donc pour moi, voilà, le manque que tu vois, récemment, j'ai demandé, c'est une question que j'aimerais faire de plus en plus, mais je vais demander des decks, tous les decks investisseurs que font mes invités, ou l'email que Maxime Legardez a fait récemment pour convaincre Xavier Niel. Je vais lui dire, est-ce que tu peux me l'envoyer? Je vais le rendre public. Donc là, en effet, ça peut me manquer d'avoir un visuel. Mais rien ne m'empêche à la fin de le mettre en téléchargeable sur les commentaires ou sur la fiche de l'épisode de Maxime Legardez, ou de mettre l'image à tel endroit. Pourquoi pas de rajouter une vidéo ou quelque chose en plus, tu vois, mais à chaque fois tu rajoutes un truc de plus. Beaucoup de gens me disent oui, tu devrais filmer tes podcasts, mais en fait les filmer, ça rajoute potentiellement de la lumière, du maquillage, de la prod, quoi, qui coûte cher, qui est longue à mettre en place. Donc pour l'instant, voilà, je pense que l'audio c'est une bonne chose, et en particulier pour ce que tu veux faire, ouais. Ouais, bon, c'était vraiment mon idée de départ, mais j'étais assez intéressée de t'entendre sur ce point-là. Et justement, quand on parle de coût et de temps, est-ce que tu pourrais me dire à peu près, donc le coût, j'ai compris, pas très cher, ça on le voit assez rapidement, et le temps pour produire. Alors toi, c'est format super long. D'un autre côté, moi, je trouve que c'est génial parce que, en fait, voilà, le dimanche, on passe vraiment du temps avec toi et avec ton invité, et non, mais en fait, c'est hyper sympa parce que on a le temps de rentrer dans l'histoire et de réfléchir, parce que moi, ça me fait beaucoup réfléchir, ça m'inspire énormément. Et donc, ça aussi, autre question sur le format. Mais déjà, le temps que ça te prend, c'est-à-dire de A à Z, c'est-à-dire trouver la personne que tu vas interviewer, l'inviter, discuter avec elle, comment tu prépares, combien de temps, et puis ensuite la post-prod, et puis ensuite l'animation des réseaux, la diffusion, etc. Alors aujourd'hui, je triche parce que j'ai Zoé qui bosse avec moi et qui m'aide beaucoup. Vous l'avez vu tout à l'heure pour ceux qui... Mais au début, mon objectif, il était de tenir en une demi-journée par semaine. Donc, puisque je postais toutes les semaines et que voilà, et j'ai quand même pas mal d'autres choses à faire. Donc ça faisait comment? En gros, on va dire 1 heure à peu près pour chercher l'invité, 2 heures pour enregistrer, et une bonne heure pour faire la promo, le l'editing, le titre, etc., etc. Pour arriver à faire ça, quand tu enregistres 2 heures, parce qu'à l'époque c'était plutôt 1h30 ou 2 heures, il y a une obligation, c'est 0 montage. Et en gros, donc voilà, je pense qu'on est à peu près au minimum, sauf si tu arrives à
Mais tu vois, il y a des podcasts quotidiens. On en a un podcast qui s'appelle Pitch Pong. On monte un tout petit peu, mais très très peu. Il y a un podcast quotidien qui s'appelle, ça va me revenir, je l'ai dans mes podcasts, mais sur les réseaux sociaux, qui est top, que j'ai déjà recommandé une ou deux fois, qui est le Super Daily, je crois. Je vais le retrouver dans mes... Et eux, ils le font tous les jours. Et donc, du coup, c'est quasiment des conditions directes. T'appuies... le Super Daily, ouais, c'est ça. T'appuies sur enregistrer, puis c'est parti, et puis limite tu appuies sur off, puis c'est poussé en ligne, et puis c'est fini, tu vois. Donc faut réussir, en fait, si tu veux ne pas y passer trop de temps, à accepter les conditions de direct, ce qui est très dur. 90% des podcasts ne font pas ça. Je connais l'écrasante majorité des podcasteurs que je fréquente, ils montent 5 heures, 3 heures, 4 heures après chaque épisode, quoi. Ils te rajoutent des petites musiques à des moments, ils coupent des tas de choses. Ça fait exploser ton coût de prod. Et ta durée plus que ton temps de prod, quoi. Ton temps de prod, ouais. Le problème de ça, c'est que du coup, au bout de 5 épisodes ou 10 épisodes, t'es épuisé. Tu te dis, en fait, tu fais toujours pas beaucoup d'audience parce que sur les 10 premiers épisodes, tu fais pas beaucoup d'audience. Et puis, du coup, t'arrêtes. Et je pense qu'à l'inverse, si t'acceptes l'imperfection, hein, quelque part, parce que moi, il y a plein de mes épisodes où quand je m'écoute, je me trouve abominable, j'entends mes et toutes ces choses-là, et du coup, je me dis, mais j'ai envie de me flinguer, tu vois, t'es en train d'écouter, t'es en voiture, j'écoute pas beaucoup mes podcasts, hein, je vous rassure, parce que sinon, je vrillerais totalement, mais quand j'en écoute un pour le réécouter ou pour progresser, etc., je trouve ça insupportable. Faut juste être capable de ravaler ce machin. Mais donc voilà, je te dis une demi-journée, c'est possible. Moins, c'est compliqué. Et après, t'as nous aussi la raison pour laquelle Zoé bosse avec moi maintenant, c'est qu'on va aussi aller chercher des personnes plus compliquées à atteindre. Il faut les convaincre. Et puis on a aussi j'ai besoin de chercher des annonceurs et des gens comme ça, donc ça, des sponsors, donc ça prend du temps. Ok. Bon, merci pour toutes tes réponses, Mathieu. Merci Alexandra. À très bientôt. À bientôt, ouais. Ciao. Ouais, ciao. Alors, Jean-Baptiste. Après, j'ai quelques questions qui arrivent aussi je vois David Führer. Salut Jean-Baptiste. Bonjour, merci pour l'invitation. Écoute, je t'en prie, merci d'être là. Ouais, du coup, moi, je vais me présenter. Moi, je suis étudiant en management de la santé et intelligence de la data. Et ça fait 3 ans que je bosse dans la dentisterie et dans le digital à l'étranger. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on est étudiant, ou enfin pour le commun des mortels, c'est super compliqué de rencontrer des gens pour s'inspirer dans la vie de tous les jours. Et en particulier, dans le monde de la santé, il y a énormément de dynamisme, mais c'est dur de rencontrer ces personnes-là. Elles sont super occupées. Donc je me suis dit, moi j'ai pas monté de boîte, j'ai rien fait, j'ai pas levé de fonds, mais je suis curieux et j'aimerais en fait permettre à des gens de rencontrer des entrepreneurs dans la santé. Donc du coup j'ai lancé un podcast qui s'appelle Entreprendre dans la santé. Voilà, là j'en suis au deuxième, j'ai sorti le 2e épisode et j'ai on va dire 4 invités qui sont bookés pour l'instant encore. Et du coup j'ai plusieurs questions sur le développement du podcast et notamment sur la construction d'une communauté. Parce que du coup, moi, j'écoute beaucoup Génération Do It Yourself et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent, notamment avec tes publications. Alors, je sais qu'il ne faut pas se comparer avec des gens qui sont dans le podcast depuis très longtemps parce que sinon, ça fait mal. Mais donc, moi, je débute. Je vois que l'engagement augmente. Mais en fait, je me rends compte aussi qu'il y a un peu une audience assez différente. J'ai des gens qui sont étudiants. Il y a des gens dans la santé, il y a des gens, je pense, qui bossent dans des startups. Donc, tu sais combien tu fais d'écoutes par épisode à peu près ou au total Ouais, là, le premier, il a fait 100 écoutes. Et le deuxième, il est sorti hier et j'en suis à 20, quoi. Mais juste après, représente-toi 100 personnes dans une salle. Moi, quand je faisais 200 écoutes, je me disais, mais je sais pas, j'appelais ma mère, je lui disais, tu te rends compte? Tu vois. Ouais. Et, non, mais c'est déjà énorme. Je veux dire, en termes de travail et tu vois, mais toi, je sais pas, moi, j'ai eu la chance un jour de présenter un truc dans un zénith de 4500 personnes. Je veux dire, quand j'essaie de visualiser le nombre de personnes qui écoutent ce que je fais aujourd'hui, ça me fait flipper. Mais même au début, en fait, faut pas se comparer parce qu'en effet, 100, 200, 300 personnes par épisode, c'est énorme.
C'est vraiment énorme hein, en soi. Et surtout si tu fais Ouais. du long, quoi. Ouais, c'est ça, c'est 45 minutes. Hmm. En fait, j'ai 2 formats. Le deuxième format sera la semaine prochaine. Premier format, c'est 45 minutes. Et donc, je pense plutôt long. Enfin, court par rapport à toi, mais long. Et en même temps, le deuxième format, ça va plus être impact avec là des gens sur le terrain, dans les startups ou des gens qui mènent des initiatives, mais pas des entrepreneurs dans ce cas-là. Et tu vois, après, moi, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est la posture. Comme tu le dis, j'ai pas monté d'entreprise, etc. Moi, quand j'ai lancé Génération Do It Yourself, au bout de quelques mois, j'ai réalisé, je l'avais pas vu avant parce qu'il avait commencé quelques mois avant moi. Mais donc quand moi j'ai commencé, il était pas du tout connu. Il y avait un podcasteur qui s'appelle Antonin Archer qui faisait un super podcast qui s'appelle Nouvelle École, et il avait cette posture qui était vraiment de dire, en gros, nouvelle école. Moi, je suis jeune, je sais rien entre guillemets, voilà. Et moi, C'est j'ai ça. une Moi, posture. mes questions là au début, le premier épisode, je me réécoute et je suis en mode ouais, c'est tu débutes, mais Non, mais c'est trop j'apprends bien. aussi. Mais... Et ça répond à des problématiques que d'autres gens que toi vivent, tu vois. Et tu pourrais te Ouais. dire, on va faire un épisode sur, je sais pas moi, un papy qui veut comprendre le monde d'aujourd'hui. Ça toucherait plein de Ouais. grands-parents. On pourrait faire des épisodes sur des célébrités entre célébrités qui vivent leur fame. Bon, enfin, tu vois, on peut voir. C'est Ouais. qu'une question de Non, point de vue et de vraiment, ouais, perspective. c'est ça. Et Donc ce qui c'est hyper m'intéresse, en fait, intéressant. c'est rendre ce secteur qui est complexe. Enfin, quand tu es en dehors de la santé, c'est super dur. Tu vois juste des grands mots et un peu vulgariser et le rendre atteignable, enfin accessible. Mais donc du coup, ouais, pour l'audience, je sais pas en fait, parce que déjà ça prend beaucoup de temps, rien que de générer du contenu pour engager outre la newsletter que j'ai mise en place, c'est assez compliqué. C'est quoi tes conseils? C'est de se focus vraiment, vraiment beaucoup se concentrer sur le contenu à fond au début. Tu vois, souvent on s'éparpille trop. Faut faire attention Ouais. à justement même la newsletter. Moi, ma newsletter, je l'ai lancée 3 ans, 2 ans et demi après avoir lancé Génération Do It Yourself. Au début, je faisais que le contenu, que le contenu, que le contenu. J'avais pas de site pendant 2 ans. Un de mes Mmh. métiers, entre autres, c'est de faire des sites internet. Tu vois, j'en avais même pas. Et en Ouais. fait, c'était pas le problème. Le problème, il était de faire du contenu, du bon contenu, solliciter absolument les gens qui t'écoutent. Ouais. Surtout à la fin, quand ils arrivent en bout d'épisode, ça veut dire qu'ils l'ont écouté en entier. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, quand tu as écouté 1h45, 2h30 ou 3h14 d'épisode, C'est si tu es au bout, a priori, je peux te demander de le ouais. partager parce qu'a priori, tu t'es pas Ouais, ouais. emmerdé, tu vois. Mais Ouais. voilà. Mais ça, c'est important parce que les gens, ils pensent pas forcément. Moi, Ouais. je pense que mon premier levier, c'est ça. C'est l'audience qui génère l'audience parce que je le Mmh. demande à mes auditeurs. Mais je le demande sincèrement, c'est une sorte de service, ça leur coûte rien Ah ouais, d'écouter Génération Do It Yourself. Moi, ça me sert énormément. Et je pense d'ailleurs qu'en ce moment, il y a un relâchement, je vous le dis tous, et il faut arrêter de se relâcher parce qu'il faut partager épisode partager. après épisode. Non, Ouais. mais tu vois, si chaque Non, mais auditeur ouais. le partage à un autre auditeur, enfin, t'imagines le côté Mmh. exponentiel de ton audience. Donc, pour moi, c'est la qualité de contenu avec cet engagement que tu vas demander qui Mmh. fait que si tu commences à 100 par épisode, tu vas vite voilà. Après il y a des niches quoi, tu vois et quand tu fais un podcast sur tu vois le e-commerce comme mon associé Laurent Kretz, le panier, a priori t'intéressera moins de personnes que sur Génération Oui, Do It oui. Yourself parce Et que c'est une de niche. même dans la santé, Exactement. c'est assez spécifique. Pour l'instant, enfin, ma stratégie, c'était plutôt de contacter les personnes une par une. Notamment dans la promotion du podcast, j'essayais d'identifier des cibles et leur envoyer un message et tout simplement savoir ce qu'elles écoutent comme podcast, si elles en écoutent. Et on se rend compte qu'il Ouais. y a vraiment là où on parlait du potentiel des podcasts, il y a encore tellement de gens qui ont jamais écouté de podcast. Et voilà. Après, faut identifier tes communautés, comme on le disait aussi tout à l'heure en parlant Ouais. de la fame ou de tout ça, c'est de bien d'être certain que tu peux récupérer un peu de la communauté de chaque personne qui passe. Donc Ouais. sur son LinkedIn, sur son Insta, etc. Tu t'assures qu'elle soit taguée, qu'elle soit visible, etc., etc. Comme ça, épisode après épisode, tu vas grappiller quelques centaines, quelques milliers d'écoutes en plus. Et l'idée, c'est vraiment de se dire ça. Après, il y a tout le phénomène du back catalogue, de la découvrabilité, de tout ce que tu vas travailler en référencement naturel, évidemment, répondre à un max de questions, etc. Mais ça vient beaucoup plus tard. Au début, c'est vraiment ça, c'est t'assurer que, tu vois, là, par exemple, en ce moment, je fais pas mal de podcasts. Il y en a 2-3 qui viennent sur les HR Tech, donc tout ce qui est ressources humaines. Ouais. Et j'ai pas mal de DRH qui me découvrent en ce moment.
parce qu'en fait, il connaissait pas Génération Do It Yourself. Et puis avec Welcome to the Jungle, avec plein d'épisodes que j'ai pu faire récemment, on a eu Joe Teaser ou des boîtes comme ça. Ils découvrent mon podcast, puis ils remontent dessus, puis au bout de 3 semaines, un mois, ils m'ajoutent sur LinkedIn, ils m'écrivent, ils partagent, etc., etc. Donc il y a aussi un peu la diversité dans les profils que tu vas travailler, qui va faire que tu vas aller chercher. Si tu restes dans un tout petit milieu, tu vas vite avoir atteint le maximum, quoi. Donc ça, c'est une des bonnes manières. Et ça, faut les pousser un petit peu. Faut leur donner un email. Faut leur envoyer un email pendant la sortie, leur dire voilà ce que tu peux envoyer sur LinkedIn, sur machin. Voilà quelques images si tu veux, etc., etc. Ouais. Pour l'instant, je leur demande de partager s'ils peuvent taguer des collègues, des amis. Essaye de prémâcher le travail au maximum. Nous, on a essayé tout ce qui est après Google Ads, Facebook Ads, etc., etc. Ouais. Le ROI était très très incertain. C'est ce que j'avais vu. Donc voilà. Après, je pense que quand tu connais un peu des choses un peu plus techniques, ce que tu appelles du custom audience, où tu vas aller taper les emails tu vas te créer une base de données tout seul et envoyer sur ta base de données des gens qui te connaissent directement, indirectement tu vas leur envoyer de la pub visuelle avec ta tête et puis dire écoute mon podcast, c'est ce que tu appelles le similar audience, donc des gens qui sont un peu comme eux. Ça peut un peu marcher, mais on n'a jamais trouvé la martingale sur ce côté-là. Donc voilà, je pense qu'il faut surtout produire et à la fin c'est plus gratifiant, c'est plus intéressant, t'apprends plus. Donc je pense que c'est vraiment la clé. Et sur la production, juste une dernière question. Niveau de la fréquence, c'est une question que je me pose. Pour l'instant, j'étais parti sur 1 tous les 15 jours pour un long format parce que au début, je voulais être sûr de pouvoir assurer 1 tous les 15 jours. Mais est-ce que tu penses que c'est quand même possible, en sortant un épisode tous les 15 jours, de réussir à grossir tout simplement? Je l'ai fait. Si tu regardes la fréquence de mes épisodes au début de Génération Do It Yourself, j'étais. Alors, faut pas s'imposer nécessairement. Tu prends un type comme Joe Rogan, il poste n'importe quand. Il y a des jours, il va poster 2 épisodes en une journée. D'autres jours, il va en poster 1 en 3 semaines, voilà, etc. Donc c'est ce que tu appelles de la consommation synchrone. On n'est pas sur du live, donc tu peux poster quand tu veux. Il se trouve que moi j'ai mis le dimanche, je sais pourquoi. C'est peut-être une connerie, mais bon, maintenant c'est fait, je le laisse. Mais voilà. Après, quand je suis passé en hebdo en septembre 2018, je dirais, j'ai eu un gap énorme. Qu'en fait, tu crées quand même des rendez-vous. C'est-à-dire que les gens vont attendre, pas forcément une question de jour, mais ils vont attendre semaine après semaine pour savoir que tu es là. Créer un rendez-vous en moins d'un hebdo, en un mensuel, en magazine, peut-être, à la limite, si tu es vraiment sur des formats un peu de fond, mais c'est plus compliqué. Donc, quand même une tendance à penser qu'il vaut mieux produire un peu plus, c'est là où je dis plus frugal, moins de prod, etc. Là, tu me dis que tu as un format qui arrive, et donc se dire en fait toutes les semaines sortir quelque chose pour que les gens pensent à toi, pour que tu sois visible, et voilà. Après, faut faire attention à pas virer dans un truc qui est trop de contenu, cheap, enfin moins bien, de dégrader la qualité de ton contenu parce que tu veux en faire plus, quoi. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Mais donc, pour finir, juste sur une semaine, en passant en une semaine, j'ai dû, dans le mois sur lequel je l'ai fait, j'ai dû plus que tripler les audiences. Enfin, ça n'a pas juste doublé, quoi. J'ai vraiment gagné largement beaucoup plus. Donc, de mon expérience, je pense qu'il faut y aller, ouais. Et en enregistrant, tu gardais la même intensité. Enfin, tu faisais toujours une demi-journée, parce que là, du coup, moi, je passe mon temps à répondre à des messages de potentiels invités, faire des calls tout le temps. Il faut rationaliser ça à fond. Et voilà, et se faire des blocs temps. Mais oui, j'y arrivais. Peut-être que j'y arrivais plus facilement parce que j'avais un réseau déjà que t'as pas. Du coup, toi, tu dois aller convaincre un petit peu les gens. Mais il faut savoir aussi là-dessus, comme on le disait, chercher des gens que tu dois convaincre et d'autres qui sont plus faciles à convaincre et qui sont pour autant aussi intéressants, juste moins connus, donc et moins sollicités. Donc je pense que pas de souci. Et tu devrais, d'ailleurs, j'y pense, mais tu connais Entretien avec un dentiste ? Non. Non. Un podcast qui a été lancé, on avait échangé avec Florence Etcheverry. Et voilà, je pense que tu vois, limite, elle, tu devrais l'inviter. Et quand je disais cross-promo entre personnes dans des professions de santé, qui plus est aussi proches, et voilà, essayer de voir comment elle l'interviewer. Exactement. Ok,
Super. Donc voilà, chercher des gens de ton réseau, souvent tu vois ces gens-là comme de la concurrence, alors qu'en fait il y a beaucoup de complémentarité. Moi, il y a beaucoup de gens qui écoutent Génération Do It Yourself, qui vont écouter Génération XX, qui vont écouter Pauline Léniaud, qui vont écouter voilà. Donc et ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut se voir vraiment. D'ailleurs, ensemble, j'ai commencé par ça d'ailleurs, contacter ceux qui étaient déjà dedans et leur parler du projet. Mais après, je lance mon truc et on verra comment on peut avancer ensemble aussi. Ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci Jean-Baptiste. Ciao. Bonne journée. Plus. Balthazar. Alors, on attend Balthazar. Salut Balthazar. Salut merci beaucoup pour ton invitation. Alors moi, en quelques mots, donc je suis le créateur d'un magazine consacré à l'art contemporain, qui s'appelle Au hasard, qui sort donc à tous les 3 mois à 7500 exemplaires. Je suis très jaloux, Balthazar. C'est vrai? Pourquoi? Ouais, parce que tu as eu JR, je crois, hein, sur ton magazine et je veux absolument avoir JR sur mon podcast et j'y arrive pas, quoi, tu vois. Parler de fame, etc. Donc je suis très jaloux, voilà. Mais je te laisse, pardon, toi te présenter. En gros, c'est peut-être parce que j'ai commencé ce magazine quand j'avais 15 ans et du coup, avec le temps, c'est vrai que on a rencontré plein d'artistes. En fait, le magazine, je l'ai créé au moment où un film est sorti, un film qui s'appelle Faites le mur. En anglais, c'est Exit Through the Gift Shop, qui parlait de tous les artistes urbains comme Banksy, Obey, Mr. Brainwash, Space Invader. Et donc, quand ce film est sorti, je me suis demandé comment on pouvait rencontrer tous ces artistes. Et le magazine est apparu naturellement comme un support, comme aurait pu l'être le podcast, sauf que c'était pas vraiment la mode à l'époque. Dans ce magazine, j'ai toujours voulu légitimer le travail de jeunes artistes en les mettant en parallèle avec des artistes hyper établis. Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est aussi un peu ce que tu fais dans ton podcast, en interviewant des gens plus ou moins connus, qui ont plus ou moins réussi, avec un seul fil rouge qui est de s'être lancé, quoi. Et du coup, moi, j'écoute ton podcast depuis plusieurs mois. Et mon projet de podcast, puisqu'on est en train de le monter, c'est de faire le Génération Do It Yourself des créatifs. Donc vraiment centré sur des artistes, des galeristes, des collectionneurs, pourquoi pas des musiciens, des DJ, etc. Et alors, j'ai une première question. Je sais que tu as interviewé Kamel Menour, par exemple, que je connais un petit peu, que j'ai interviewé pour le magazine et que j'aimerais refaire pour le podcast. Ma question, c'est est-ce que tu trouves que c'est pertinent de l'interviewer à nouveau, d'interviewer une nouvelle personnalité qui a déjà répondu à plusieurs podcasts comme ça? Est-ce que tu penses qu'il y aura une valeur ajoutée à ça? Clairement oui, enfin je veux dire déjà si on s'arrêtait là, bon tu vois, je prends Seguela ou Noah, je les aurais pas interviewé, ou j'aurais pas et puis en plus je dis interview, mais j'aime pas ce terme en ce qui me concerne parce que je le réserve aux journalistes, je respecte énormément ce qu'ils font et moi je fais vraiment des discussions. C'est très différent et c'est aussi pour ça que je me permets de parler, d'y mettre du mien. Disons que en plus, tu vois, on parlait de posture juste avant, et toi, tu t'auras pas la même que la mienne par rapport à Kamel Menour. Tu auras une autre expertise que tu développes depuis un certain nombre d'années avec ton magazine, une autre vision. Et tu vois, pour te dire, dans même des visions plus proches, moi, j'écoute beaucoup James Altucher et Tim Ferriss qui de temps en temps vont recevoir les mêmes personnes. Alors quand ils font trop de promos sur tu vois, Edward Norton sur son nouveau film, à la fin, tu retrouves, t'es sur la même période de sa vie, c'est pas très intéressant, donc ça m'intéresse moins. Mais de temps en temps, je vais écouter les deux et je vais me régaler sur les deux, sur une personne, un invité que j'adore, tu vois. Donc, je trouve ça intéressant. Et puis, même pour aller plus loin, je pense que ce serait intéressant pour moi de réenregistrer sur une autre typologie de format, mais avec Kamel Menour dans 1 an, dans 2 ans, de voir les évolutions, parce que voilà, moi ce que je cherche, c'est à comprendre le monde et à travers des gens qui sont lancés. Mais voilà, donc non, je pense que quand des gens comme ça sont passionnants, au contraire, c'est hyper intéressant de le faire sous un autre angle. Ok, bon, bah, au moins ça confirme ma volonté d'aller le rencontrer et lui reposer d'autres questions. D'ailleurs, nous, on enregistre donc notre premier épisode demain. Et comme je suis un peu impatient, j'aimerais savoir quand est-ce que
toi, tu as senti qu'il y avait un déclic, que vraiment ta communauté se créait et que ça a marché? Est-ce que c'était, bon, évidemment, j'imagine le nombre d'écoutes, mais est-ce que tu te rendais compte que tu avais des retours, des tonnes de retours d'un coup? Enfin, qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y a un moment dont tu te souviens qui a lancé ce truc-là et qui t'a permis de te dire, OK, là, je continue, ça se passe hyper bien? Je parlais tout à l'heure de septembre 2018 où j'ai doublé le nombre d'épisodes. Je pense que là, il y a eu vraiment un déclic, mais quand même bien avant. Je veux dire, après le deuxième, le troisième, le quatrième épisode. Alors, c'était aussi un effet nouveau du podcast parce que j'étais vraiment un des tout premiers à lancer des podcasts de ce type en France. On va dire dans cette deuxième vague. Hein. Il y a des gens quand même, je dois leur rendre hommage, chez Slate, chez Patrick Béja, le Rendez-vous Tech, etc., qui font ça depuis des années. Donc, mais c'est une autre typologie de podcast. Mais dès le troisième épisode, j'avais, tu vois, pour ne citer que lui, un Jérôme Perrani qui travaille aujourd'hui chez Altis, qui me faisait des retours. Et puis en fait, des gens, comme c'est du format qui était déjà assez long, de fond, qui m'encourageaient, etc. Donc dès le début, en fait, tu vois, contrairement à Instagram où quand tu as 20 followers, il y a personne qui te parle ou qui te dit bon, il y a des vagues likes, etc. Là, dès le début, j'avais des retours, tu vois. Et voilà. Et moi, j'ai été hooké complètement et directement. Le média audio, c'est quand même quelque chose par rapport au texte. Il y a un côté de timbre, d'émotion, de choses que tu peux pas remettre facilement dans le texte. Donc ouais, tu vois, c'est venu quand même très graduellement. Il y a quelques étapes qui viennent. Mais paradoxalement, c'est pas la fame de mes invités ni les gros noms qui font ça. Je crois que c'est vraiment le travail à répétition. Voilà, mon objectif, il était de faire 10 épisodes au début et de me dire, on va voir ce qui se passe au bout de 10 épisodes. Au bout du 5-6e, j'ai compris que ça allait perdurer. Tu vois. C'est ça. Ok, ouais, très bien, merci beaucoup. Et alors j'ai une dernière question qui est liée à une autre. Déjà, c'est donc à partir de quand tu as commencé à monétiser ton podcast? Je sais pas si c'est en écoute ou en temps. Et la deuxième, du coup, qui est un peu liée, c'est est-ce que le podcast peut être autre chose qu'un side job, enfin quelque chose qu'on aurait en plus d'autres activités, ou est-ce que ça pourrait être ton activité principale si tu n'avais pas tout ce que tu fais en parallèle? Alors, quand tu pars du principe que Joe Rogan a vendu son podcast plus de 100 millions de dollars sur 5 ans à Spotify, tu te dis que ça peut être autre chose qu'un side job. Voilà, on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas le même type d'audience, etc., etc. Mais moi, ça pourrait être mon job full time. Voilà, tu vois, si je prends quand je dis que je suis prêt à partager tout ça, je prends tu fais le calcul, hein, je fais 350 000 écoutes par mois et mon prix facial, il est de 85 € pour 1000 écoutes. Donc pour un sponsor. Alors il y a plein de règles à respecter là-dessus. Moi, je fais que des sponsors que j'adore, des gens que j'aime, des boîtes que j'aime bien, des idées que je trouve smart, des choses que j'utilise généralement. Allez, à 95%, je suis déjà client ou utilisateur. Donc tu vois, ça, du coup, ça a beaucoup plus de valeur. Moi, je vends du bouche à oreille amplifié. Mais donc, si tu fais le calcul, ça peut représenter quand même pas mal d'argent. Je ne vends pas. Ouais, ça peut faire 25-30 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Je vends pas toutes mes écoutes. Déjà, c'est une chose. Et je ne vends pas toutes mes écoutes à 85 € du 1000 en fonction. Il y a des moments ou des périodes de l'année où en septembre, tout le monde, même septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai pas de problème. En revanche, tu vois, au mois d'août, là, tout de suite, je crois que j'ai pas encore d'annonceur booké. Bon, on va faire des cross promos, c'est pas grave. Mais enfin, ça fait quand même un petit manque à gagner qui est relou. Et voilà, donc tu peux réussir à quand même à vraiment vivre bien. Après, moi, j'ai mis 2 ans et demi avant de faire ma première campagne ou 2 ans. Et avant de vraiment gagner, tu vois, faire des mois à plus de 10 000 € de revenus sur un podcast comme Génération Do It Yourself. Alors c'est pas direct dans ma poche, hein, il y a une boîte, etc., mais c'était vraiment 3 ans de boulot, quoi, 2 ans et demi. Ouais, non, c'était au bout d'1 an et demi que j'ai vendu ma première campagne à Petit Bambou. Et après, voilà, ça a évolué. J'ai eu Google. Ça, quelle fierté d'avoir Google, qui est le plus gros aspirateur à pub du monde, qui vient te sponsoriser toi. Ça valide quand même l'efficacité d'un média, tu vois. Ouais. Et donc voilà.
Donc ça peut mettre un peu de temps. Alors après, il y a une autre manière de le faire et de le vendre et qui est très intéressante. C'est un deck aussi, je pense qu'on peut le partager. Je sais pas si on l'a encore. Comme la Martingale, qui est mon autre podcast sur les finances perso. Là, on est allé voir des partenaires, mais parce qu'on existait aussi déjà dans l'univers du podcast. Donc on était capable de garantir une audience minimum. Et on leur a dit, voilà, OTA Capital, on a échangé avec eux, on leur a dit, si vous voulez, on crée un podcast sur les finances perso et c'est, je sais plus, 2 000 € l'épisode. Et donc du coup, là, t'as pas forcément d'engagement au coût pour 1000, donc le kilo d'audience, en fait, finalement, mais c'est pas très joli dit comme ça. Mais t'es plus sur un engagement au nombre d'épisodes. Et donc, du coup, tu vas faire des saisons, 12 épisodes, 24 000 €. Et puis après, voilà. Et donc là, tu as ton partenaire, il reste ad vitam aeternam sur les 12 épisodes en question. Il est content parce que tu vas faire du fond, du quali, etc. Et puis, tu vas aller... donc ça se fait aussi. Et il y en a beaucoup qui vont créer des podcasts comme ça, qui sont leurs podcasts à eux, mais avec un partenaire sponsor pérenne sur la durée, quoi. Ok, super. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces infos et pour tous les documents Balthazar. que tu partages, parce que j'ai récupéré un deck que tu as partagé, je sais plus sur quel site. Et donc, je trouve ça hyper bien de pouvoir récupérer plein d'infos et d'avoir une totale transparence, parce que c'est hyper utile pour les gens qui essaient de lancer des choses. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. Et, tu sais, voilà. J'ai fait des épisodes sur la chance, j'en parlais tout à l'heure avec Philippe Gavillier, je sais que généralement ça me revient en pleine gueule, donc c'est pour ça aussi que je le fais, ça me coûte pas grand-chose. Quand même. Et non, tu sais, mais oui et non, mais je sais qu'en fait, dans l'absolu, je préfère le cercle vertueux que ça génère que l'inverse. Tu vois. Complètement d'accord. C'est trop cool en tout cas. Bon. Merci beaucoup. Merci Balthazar. À plus. Tard. Ciao. Alors, on reçoit Antonin. Salut Antonin. Bonjour Mathieu, merci beaucoup. Ravi. Merci beaucoup et merci aussi à Zoé pour l'organisation. Franchement, c'est super cool et super enrichissant d'entendre tous les gens avant et tout. Franchement, c'est vraiment trop cool. Merci. Et je me permets de te tutoyer si ça te va. Ouais. Ça me fait même rire que tu me poses la question, mais oui, tu as raison. et du coup, pour me présenter rapidement, j'ai l'impression d'être un petit peu le novice là-dedans, parce que du coup, moi, je suis en 2e année, je suis en licence. Okay. Donc, j'ai écouté juste avant ce que disaient Jean-Baptiste et même Balthazar. Donc, j'aimerais bien monter un podcast parce qu'en fait, c'est quelque chose... je vis mon père est journaliste, donc j'ai beaucoup grandi avec le journalisme. J'ai fait des stages en radio et j'ai même eu la chance à l'université de diriger la radio de mon campus, etc. Et en fait, avec le podcast, j'ai vraiment découvert, même avec Génération Do It Yourself, le côté de la longue discussion d'1h30 et c'est quelque chose vraiment... que j'adore. Et du coup, mon idée, moi, ça serait de faire quelque chose avec la musique, en fait. Je suis passionné de musique depuis très longtemps et de faire des longues discussions d'1h30 avec des artistes ou même des acteurs dans le domaine de la musique. Et donc après, pour pas que ce soit trop redondant avec les questions d'avant, parce que j'ai écouté les questions même sur les auditeurs, etc., que Jean-Baptiste a posées, j'ai des questions à te poser qui seraient plus de technique, en fait. Comment toi, tu construis cette discussion, comment tu travailles en amont, parce que c'est quand même quelque chose d'avoir une discussion d'1h30, et comment ça se passe en fait? Moi, je triche un peu entre guillemets dans le sens où je fais aussi beaucoup de découvertes. Donc, en effet, je vais travailler 1 heure ou 2 heures, enfin quelques heures. S'il y a un bouquin, si mon invité a écrit un livre, je vais lire son livre parce qu'évidemment la moindre des choses c'est de faire ça. Donc ça va prendre plutôt quelques heures très vite. Mais on va chercher des bios, d'autres articles, des vidéos, etc., etc. Voilà, prendre un petit peu de temps. Mais comme je suis dans de la découverte réelle, voilà, c'est là où le travail d'investigation d'un journaliste, c'est quand même encore vraiment autre chose. Ouais. Donc, en termes de préparation, voilà, ce qu'il faut, c'est au début là-dessus, c'est pas trop se stresser. On se trouve souvent plein d'excuses pour ne pas le faire, enfin comme tout dans la vie et comme les boîtes et comme plein de choses, mais pour ne pas faire son podcast, quoi. Et en fait, nous généralement, il se trouve qu'ici, tu vois, on a un incubateur, on a incubé pas mal de podcasts, mais souvent on dit mais viens, regarde, le matos il est là, t'as juste à trouver ton invité, enregistrer, puis boum, c'est parti, quoi. Mais en fait, c'est quand même vraiment le premier épisode, il te prend, je parlais d'une demi-journée pour les épisodes qui viennent ensuite. Le premier, il va peut-être t'en prendre
2-3 jours parce qu'il faut trouver la musique, faut monter des petites choses, t'y connais rien. Mais enfin, moi, j'ai fait tout ça tout seul à l'époque, quoi, avec des musiques gratuites, jusqu'à ce que je trouve que mon sonore a été utilisé par un autre podcast américain, etc. Donc, j'en ai fait composer une, mais 2 ans et demi après le lancement, tu vois. Donc, au début, c'est vraiment tu vois, essayer, itérer, faire des épisodes qui seront moins bien que ceux d'après. Dans la musique, la problématique que tu peux avoir si tu dois passer des bandes son, c'est que tu as des histoires de droits et des tas de choses. C'est clair. Et ça, en fait, tu peux te retrouver avec Apple notamment sur Apple Podcast, mais même Spotify, qui va te blacklister sur certaines choses. Donc, faut faire attention à ça. Mais voilà, le matos que je mets, moi, sur le Zoom plus le micro, on parle de... Oui, c'est un petit budget pour un étudiant en particulier, 500-600 euros. Mais au début, si tu arrives à en emprunter quelque part ou à essayer de... en soi, c'est pas grand-chose par rapport au nombre d'épisodes et à la qualité de ce que tu peux reproduire derrière, quoi. Et j'insiste sur l'utilisation d'Ophonic. Pardon, je suis pas actionnaire, même si j'aimerais bien. Je leur ai proposé de les racheter, mais ils n'ont pas voulu. Mais pour cleaner les pistes, voilà, c'est vraiment vraiment super. Je crois que après avoir un souci de micro, je crois que je suis en train de perdre mes oreilles, tu vois, au fur et à mesure de ce truc. Ça y est. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, nickel. Mais c'était un peu mon autre question du coup sur tout le matos. Moi, j'ai eu de la chance. L'idée du podcast, je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça et j'ai un peu bossé dessus et j'ai eu de la chance d'avoir. Je vais avoir un sponsor normalement, donc un magasin de musique qui va me sponsoriser avec du matériel, etc. Et j'ai pas entendu cette fois-ci. Ah mince. Non, c'est j'ai mes écouteurs qui ont coupé un moment. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça y est, c'est après, comme je le disais. C'est bon. Du coup, c'est génial. J'aurais vraiment tout fait sur ce live en l'occurrence. Ça y est, je crois que je suis de retour. C'est bon. Moi, je t'entends. Tu m'entends, toi? Ça va? Ah, je suis pas sûr de t'entendre. Attends. Je vais juste faire un dernier paramètre sur mon ordi. C'est ça. Voilà, entrée H6, sortie H6. Je pense que ces logiciels n'aiment pas les changements en cours. Du coup. Allez, excuse-moi Antonin. Salut. Ah, pas de problème, c'est bon, tu m'entends. Tu me posais une question. Ouais, je te demandais juste sur le matériel, du coup, toi, tu as commencé avec quoi? Avec quel budget? J'ai vraiment commencé sur tout ce que j'ai dit là, le Zoom. Donc ça s'achète 300 €. Un micro. Au début, j'avais pas de pied, mais les pieds, ça se trouve pas cher. Je pense que tu dois là, donc à mon avis, Zoom H4 même, ça suffit si t'as pas trop d'invités. Un micro, je tourne une centaine d'euros, même pas, je crois, si t'en as 2. Donc au total, tu dois pouvoir t'en sortir pour 500 €. Tu peux faire éventuellement des podcasts avec certaines applications sur Apple. Je crois que il y en a une qui avait été rachetée par c'est Encore, je crois, qui a été rachetée par Spotify, donc avec un son qui est OK, tu vois. Mais je pense que quand tu fais de l'audio, je parlais de frugalité, il faut quand même avoir un son qui est plus que OK, quoi. Il faut avoir un son qui est vraiment bon. Donc moi je recommande quand même un matériel comme ça où à mon avis tu dois pouvoir le trouver à moitié prix. Je pense que pour entre 200 et 300 € d'occasion, t'as quelque chose qui est très convenable, qui est plus que très convenable, qui est pro en fait, quoi. Donc voilà. Ok, parfait. Et après, je sais que sur les iPhones, il y a un traitement micro qui est fait sur quelques applications qui permet vraiment d'avoir un son qui est très 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 convenable, mais je les connais pas suffisamment pour aller là-dessus. Encore une fois, je crois que c'est encore.fm, anchor.fm qui permet de faire des choses comme ça. Bah, je vais regarder ça, merci beaucoup. Et après, du coup, plus sur le fond et l'articulation du podcast, j'avais un peu une question à te poser sur, du coup, on parlait tout à l'heure de la discussion longue, etc. Et parce que ce qui est assez impressionnant dans tes podcasts, je l'ai eu, moi j'ai été fan de l'épisode avec le patron de Believe Music, Denis Ladergaillerie, et même le dernier, récent avec Yannick Noah. J'ai trouvé ça dingue comment t'arrivais à rentrer vraiment dans le pourquoi, une sorte de point un peu central. Et du coup, c'est peut-être un peu technique comme question, mais comment t'arrives à savoir
la limite, comment tu arrives à te fixer les limites de discussion et même à quel point tu peux aller loin et s'il y a encore à fouiller. C'est là où j'allais te dire en fait quelque chose qui est faux, tu vois. C'est là où je préfère les faire en physique. Mais en fait, j'ai eu 1 ou 2 épisodes à distance pendant le Covid avec Sébastien Delafont, avec aussi Quentin Sagnier, le fondateur de Devialet, etc., qui était très profond et tu vois, à distance, il y a une sorte de connexion qui se faisait et parfois elle se fait pas d'ailleurs. Et il y a des moments où moi j'ai des épisodes que je sors où je ressors, je suis dépité et je me dis la connexion c'est pas faite. Puis derrière en fait l'épisode marche très bien et tout le monde me dit c'était un super épisode. Mais ce dont tu parles là, en l'occurrence, elle s'est faite, ça c'est clair. Et voilà. Après, tu vois, il y a des personnes. Alors, je crois qu'il y a un peu d'expérience quand même, malgré tout. C'est pour ça que je dis qu'il faut en faire et en faire et en faire beaucoup, parce que et au début, il faut se mettre avec des gens où tu sais que tu seras à l'aise. Moi, mes 2-3 premiers épisodes avec Céline Lazorte, avec Simon Davlat. Voilà, je savais que je serais à l'aise, j'avais pas trop de stress, donc la connexion elle se fait. Puis c'est des gens qui parlent bien. Après, il y en a que je connaissais moins, Rachel Delacour, que j'avais jamais vu, que j'ai d'ailleurs pas beaucoup revu depuis. Et pourtant l'épisode est hyper bien, même si j'ai eu des soucis techniques. Ah ouais, faut pas oublier de bien mettre loin de l'enregistreur votre téléphone et surtout le mettre en mode avion, sinon ça fait des petits bip 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 bip. Voilà, et je recommande aussi d'écouter quand vous enregistrez. Et de faire écouter aussi votre invité, parce que ça permet de faire des réglages en même temps. De temps en temps, on est trop fort, pas assez fort, ou il y a des bruits qui apparaissent, et voilà. Donc, toujours avoir des écouteurs quand vous enregistrez, voilà. Ou un ingé son, mais même moi, je ne me permets pas d'avoir un ingé son. Voilà. Pas pour l'instant. Et du coup, j'ai juste une dernière petite question, encore un peu technique, mais du coup, pour distribuer tes podcasts, toi, au début, c'était sur quoi? Du coup, c'était pas directement sur Spotify et sur les plateformes, c'était... Alors, j'ai utilisé au début SoundCloud, mais que je recommande pas forcément parce que il y a plein de problématiques. C'est une plateforme un peu à part. Et donc, en gros, l'idée, c'est que tu publies à un endroit qui est une sorte de host, quoi, un endroit qui est un serveur. Donc, SoundCloud fait ça. Pour SoundCloud Pro, je crois que c'est $9,99. Mais en France, tu as AudioMeans qui fait ça. Tu as Ocha qui fait ça. J'ai mis des liens dans les articles que j'ai publiés à droite à gauche. Il vaut mieux utiliser des vraies plateformes spécialisées pour le podcast plutôt que SoundCloud qui est pas spécialisé pour le podcast. Et derrière, en gros, ça te crée un lien RSS que tu vas aller poster à 2-3 endroits et qui vont être récupérés par plein d'autres endroits. Donc, à l'origine, tu devais poster juste sur Apple, qui était vraiment l'endroit où tout se passait. Et puis maintenant, en fait, ton lien RSS, tu vas le mettre sur Spotify, sur Apple, sur Google Music, sur Google Podcast, sur les 8-10 plateformes qu'il faut connaître. Et après, ton podcast va se propager automatiquement à chaque fois que tu le pousses sur AudioMeans, Ocha, ou moi je suis sur une plateforme qui s'appelle Art19, mais qui est beaucoup plus pro, qui est vraiment un ad serveur, qui sert à gérer tes partenaires, tes sponsors, donc qui coûte plutôt là, tu vois, 300 € par mois ou quelque chose comme ça. Sur Ocha ou AudioMeans, je crois que tu commences à 10, 15, 20 € par mois. Donc, c'est pas très cher et ça te permet vraiment d'avoir aussi des stats, d'insérer potentiellement des pubs et des choses comme ça. Donc, faut vraiment utiliser les bonnes plateformes là-dessus. Ok. Bon, parfait. Merci beaucoup. Il y a Jean-Baptiste qui est passé tout à l'heure qui dit si tu as des questions sur Encore, n'hésite pas. Tu vois, donc voilà, tu pourras poser des questions. Parler. Voilà. Top. Merci Antonin. Bah ouais, merci beaucoup. Et ciao. Ciao. À plus. Alors, notre dernier, Rémi. Salut Rémi. Salut Matt, comment vas-tu? Bah, très bien, je vois que tu as travaillé le fond, tu as un beau fond derrière toi. Merci. Et la casquette des bulles, quoi. Très bien. Bah écoute, merci déjà à toi et à toute ton équipe de m'inviter dans le podcast. Ça fait très longtemps que je suis la Do-It-Yourself Generation, si on peut l'appeler comme ça. Et donc moi, je m'appelle Rémi Bigot, et ça fait 17 ans maintenant que j'accompagne des entreprises de la plus petite à la plus grande. Et il y a quelques années, j'ai lancé le Monter son business show, qui est en 2014, qui est l'émission des entrepreneurs, je l'ai appelé. D'accord. C'était vraiment une émission YouTube et c'est devenu aussi un podcast. Donc voilà. Et les questions que j'avais, en fait, il y en avait deux.
principales. La première, c'était lié à la durée, comment tu parvenais à durer dans le temps, parce que moi, il y a eu des périodes, je ne veux pas te le cacher, je pense que tu as eu peut-être les mêmes, où je me suis posé la question d'abandonner pour diverses raisons. Et la deuxième, c'est lié à l'internationalisation. Moi, je fais pas mal de contenu également en anglais et je me pose la question et j'arrive pas à savoir comment faire pour garder mon audience actuelle tout en passant en anglais. C'est assez compliqué. Pour commencer sur la deuxième, l'internationalisation, la complexité de l'anglais, c'est qu'il y a vraiment du monde, quoi. Ouais. Et donc, je me dis, tu vois, finalement, on a la chance d'être en français et pas en néerlandais. Donc en français, il y a un terreau suffisamment important pour aller toucher un nombre de personnes très important en France, en Belgique, en Suisse, en Afrique et au Canada un peu. Et donc du coup, moi je me concentre un peu là-dessus. Je me dis finalement, sauf si tu es sur un contenu très très niche, on parlait de legal design tout à l'heure, s'il y a 5000 personnes qui font du legal design dans le monde, peut-être que ça vaut le coup de réfléchir à le faire en anglais directement. En revanche, quand tu es sur du contenu assez pas mainstream, mais qui peut être vraiment assez distribué, moi, ma religion, elle est de me dire, je vais me concentrer sur le français, je vais faire mieux en français, plutôt que d'aller me battre contre tu vois, des Américains, des Anglais qui font ça depuis toujours, etc. Donc après, c'est une question de focus. Et voilà. Et puis en plus, je connais pas ton niveau d'anglais, mais l'accent, en tout cas sur tout ce qui est audio, j'ai fait 1 ou 2 épisodes en anglais. J'étais principalement avec mince, le patron de oui, le patron de je cherche tout d'un coup de pas qui ça c'est les Français de Kickstarter, Tony. Ça va me revenir. Et Perry Chen, merci Aurélie. Et j'étais très content de faire cet épisode en anglais. Ça m'a remis un peu de pression après déjà quelques dizaines d'épisodes. J'aimerais bien en faire d'autres, mais tu vois, c'était plus parce que lui pouvait pas parler français. Et finalement, je me dis, un vrai auditeur anglophone américain, est-ce que l'accent de Rémi Bigot, je sais pas, mais en tout cas de Mathieu Stéphanie, son anglais qui est pas parfait, est-ce que nous on écouterait je sais pas. J'ai quelques Américains, j'en ai eu 2 ou 3 qui m'ont écrit ces dernières semaines, qui me disent j'écoute ton podcast pour apprendre le français. Bon, tu vois, ça marche dans l'autre sens. Voilà, donc pour cette question, ta première question c'était sur la durabilité, le fait que tu aies peut-être des moments dans ta vie de podcasteur où tu te dis ouais, à quoi bon, j'ai envie d'arrêter. Qu'est-ce qui te fait maintenir le cap, quoi? Honnêtement, moi je me régale tellement que je vais pas te dire que jamais, tu vois, il y a des moments où tu te dis est-ce que si je fais encore 200 entrepreneurs comme ça, on va pas juste me répéter toujours la même chose, la résilience, tu vois, le travail dur, etc. Bon, alors t'essayes évidemment de réorienter tes questions, de changer un peu, d'aller sur du technique, d'apprendre. Moi, je veux apprendre le futur, je veux tirer de chez chacun son expertise pure sur son mode de management, sur plein de choses, et essayer de sortir des trucs un peu convenus. Et donc quand le choix des invités est bien fait et que tu as des gens qui sont vraiment très forts, quoi, tu vois, parce que c'est pas un hasard, ce que je disais, on parlait de la fame tout à l'heure, mais si tu es champion du monde de quoi que ce soit, ou si tu as levé 200 millions dans une boîte, ce qui est peut-être pas un but en soi, mais ce qui est quand même pas mal, et généralement, c'est que tu as réussi à convaincre des gens de ton projet. Si tu as réussi à convaincre les gens, c'est que tu as de la caisse, quoi, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'ai cette chance de rencontrer ces personnes qui ont tellement de caisses que à chaque fois je prends une claque, tu vois, mais vraiment. Et souvent quand on me demande quel est ton meilleur épisode, la première réponse que je vais avoir c'est celui de dimanche dernier, tu vois, parce que c'est vraiment très authentique, quoi. C'est la dernière claque que j'ai prise, quoi. Et donc voilà, je vais pas dire que j'ai jamais eu de fatigue, mais c'est quand même un truc sur lequel je me dis en revanche, je l'entends chez d'autres, tu vois, chez Altucher, chez Tim Ferriss, chez Joe Rogan, je l'entends pas, c'est ce qui me fascine chez lui. Hein. Lui, il est à 1200, j'en sais rien, épisodes, enfin c'est n'importe quoi. Chez Tim Ferriss, que j'écoutais énormément, mais même religieusement, tous les épisodes de 0 à 200, 220, quelque chose comme ça. Il y a un moment où j'ai un peu lâché de 220 à 300, et puis j'ai repris à 300 jusqu'à 310, 15, 20, et puis après j'ai relâché, puis là je trouve ça bien encore, tu vois, mais parce que c'est pas que moi, il y avait une fatigue de ma part un peu, mais il y avait aussi une fatigue
je le sentais chez lui, tu vois, où tu sentais que voilà. Et ça, je le conçois. Ce qu'il faut, je pense, c'est se donner des soupapes, s'aérer, essayer de se faire plaisir. Moi, je me fais plaisir sur mon podcast et du coup, j'essaye en même temps de faire plaisir aux autres autant que possible. Mais c'est sûr que si ça devient une tannée, c'est compliqué. Mais bon, c'est la question. Si c'est une tannée qui te rapporte pas mal d'argent, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Mais bon, ça se revend pas facilement un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est ça. Il y a aussi le fait que ce soit hyper personnalisé d'une certaine manière, parce que c'est vrai que si tu devais vendre, alors bien sûr il y a des cas comme tu as cité tout à l'heure, certains cas qui ont réussi à vendre effectivement, mais ça doit pas être simple parce que c'est extrêmement personnalisé. Oui, mais lui, il vend une exclue sur 5 ans où il doit s'engager à produire un nombre d'épisodes, j'imagine, assez important, hein. Donc c'est quand même une forme d'aliénation assez, tu vois, un commit qui est fort. Maintenant, je pense que c'est aussi la chance qu'on a d'avoir quelque chose de très subjectif et qui nous crée un lien avec nos invités. Tu vois, j'en reparlais ce matin avec Alex Pachulski, que j'ai invité, que je sortirai dans quelques semaines. Ce qu'on crée en 2h30 tous les deux, c'est fort. Et après, ce que tu crées avec tes auditeurs, c'est hyper fort en fait. Moi, j'ai beaucoup de gens qui du coup me connaissent très bien, bizarrement. Et cette connexion, elle est incroyable. Donc, c'est aussi une chance phénoménale. Donc après, faut aussi prendre un peu de recul, s'en rendre compte. S'il faut, tu fais une pause, tu pars en vacances 3 semaines, et puis tu reviens. Et je pense que tu vas kiffer, tu vois. Mais c'est peut-être ça plutôt c'est ce que j'ai fait. Effectivement, des fois, il y a des périodes où on est un peu moins bien et ça s'explique pas, quoi. C'est comme ça aussi. Ouais. Et quand t'es revenu, t'étais content. Ouais, complètement. Voilà. Ouais, c'est ça, je pense. Merci. Cool. C'était vraiment cool. Merci Rémi. Merci à toi. Alors alors du coup pour finir, je vais juste reprendre quelques questions qu'on a eues là de Xavier par exemple, Fisselier. As-tu pu mesurer la fidélité de tes auditeurs? J'ai pas, comme je ne sais pas qui exactement écoute. Donc mis à part les messages dans le temps qu'on m'envoie, je sais que j'ai quelques personnes qui m'envoient des messages. Je parlais de Jérôme Perrani tout à l'heure pour une fois de plus que lui, mais depuis je pense l'épisode 1 et voilà, il m'en envoie pas à chaque épisode, mais quand il aime un épisode, il aime pas, etc. Il explique comment, pourquoi, c'est intéressant. Donc voilà. Il y en a qui reviennent, il y en a qui écoutaient beaucoup, qui ont décroché, il y en a qui se mettent à écouter beaucoup, il y en a qui me disent je sais que j'écoute ton podcast depuis 42 jours parce que je suis au 42e épisode. Donc voilà, on le voit. Je pense que il y a une sorte de ce qu'on appelle dans le jargon business une stickiness qui est importante quand on aime et qu'on moi, je le vis dans tous les podcasts que j'écoute. En fait, une fois que je rentre dedans, je deviens presque addict en fait. Hein, donc, il y a un truc qui est intéressant. Donc, pour beaucoup, voilà, il y en a certains qui viennent, qui écoutent un épisode, 2 très spécifiques, et puis qui disparaissent à tout jamais. J'essaie de travailler quand même tout ça, mais je peux pas avoir ce KPI. Je peux pas avoir cette donnée puisque ces données viennent de chez différents éditeurs comme Apple sur Apple Podcast, comme Google Podcast, etc. Ils me donnent pas info à tout ça, toutes ces infos. Ce qui donne le plus d'infos, c'est Spotify avec notamment répartition H-sexe. On a aussi quand même des données géographiques intéressantes. Voilà. Question de Rémi Salette, un podcast avec du contenu pur, sans interview, sans invité, ça marche? Oui, il y a plein de podcasts qui marchent très très bien comme ça, sur une problématique, sur la réponse à une question. Il y a Bababam qui fait une question un jour. Faudrait que je retrouve aussi le nom, que je dise pas de bêtises, mais il y a vraiment beaucoup de podcasts qui ont cette approche. Hein. Du coup, ça, c'est possible. Ça peut demander un peu plus, paradoxalement, de prod, parce que souvent, tu vas pas forcément le tourner d'une traite. Mais c'est potentiellement intéressant. Mon usage à moi du podcast, il est sur du conversationnel. Et donc, j'écoute vraiment principalement des échanges. Parce que c'est comme ça que je le produis désormais, mais c'est comme ça que je l'ai découvert et que je suis tombé amoureux du podcast. David Führer, salut David. Long time, je sais pas si t'es toujours chez TF1. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment faire la promo de son podcast, comment financer son podcast par des annonceurs. La promo de ton podcast, on a touché 2 mots tout à l'heure. Hein. Il y a un truc qui marche bien aussi
dans la promo, c'est les cross-promos entre podcasteurs. Donc, à partir du moment où tu fais un certain nombre d'écoutes, mais même au début, c'est là où il faut savoir un peu donner, c'est se dire comment je peux passer sur 10-15 podcasts, faire ce qu'on appelle des pré-rolls, où je vais dire, bah tiens, écoutez ce podcast, tu vois, tu connais Fabien chez Anti-Brouillard, par exemple, on avait fait des pré-rolls, des échanges sur lesquels, en gros, je donnais, entre guillemets, en échange du même nombre d'écoutes, 20 000 écoutes à Fabien. Donc, en début de podcast, j'allais dire, vous connaissez peut-être Anti-Brouillard, moi j'adore ce podcast, je faisais parler Fabien 30 secondes, et puis derrière, lui, il allait gagner pas mal d'audience, parce que voilà, à partir du moment où c'est sincère et sur des problématiques identiques, c'est intéressant. Nous, on va le faire. Là, je vais promouvoir prochainement des podcasts internes à Cosa Vostra, mais je vais promouvoir le panier, parce que c'est sur l'e-commerce et que c'est vraiment un truc hyper intéressant, accessible, etc. Je vais promouvoir la martingale, parce que voilà, ceux qui le connaissent pas, c'est pareil, c'est intéressant. Mais je vais pas promouvoir If This Then Dev, qui est un podcast pour les développeurs. Ça n'aurait aucun sens parce que c'est trop pointu. Donc voilà, et pour répondre à la deuxième partie de ta question, en ce qui concerne le financement de ton podcast par des annonceurs, moi j'appelle ça principalement des sponsors. La chance que j'ai, donc en n'étant pas journaliste, c'est que je peux vraiment donner mon avis et dire j'adore Google parce que leur pixel c'est une tuerie. J'adore DocuSign, c'est pas encore un sponsor, je sais pas, eToro, parce qu'en fait voilà. Donc moi ma démarche là-dessus elle est assez simple, c'est que je vais prendre des marques et des produits que j'adore vraiment, et puis que je découvre, et puis je vais me dire tiens, je vais les contacter, je vais leur dire bah tiens, regarde ce que je produis, si ça te dit on fait un truc ensemble, est-ce qu'on peut en parler. Et puis généralement on en parle, puis de temps en temps on n'en parle pas. Je sais pas, Bose, j'aimerais bien faire des choses avec Bose, et puis Bose me répond pas, je me fais ghoster par Bose, et Zoé ici aussi présente également. Bon bah tant pis, pour l'instant je fais rien avec Bose, mais eToro, ils ont répondu, et puis ça a été facile. Iscox, voilà, et de temps en temps il y en a aussi après, au bout d'un moment, qui viennent vers toi. Mais ma vraie approche, je pense, c'est pour avancer, c'est vraiment de contacter des personnes dont vous avez envie de parler. La manière dont on a théorisé ça récemment avec Zoé, c'est de dire moi il y a du bouche à oreille naturel dans ce que je propose, dans mes échanges avec mes amis entrepreneurs, etc. Et je vais leur dire tiens, moi j'ai passé ma boîte sur Payfit ou sur Alan, c'est une tuerie. Essaye, ça je vais le dire à 1, 2, 3, 4 personnes, ok. Je peux le dire aussi à 300 personnes, 300 000 personnes ou 300 000 écoutes en tout cas tous les mois. Donc ça a une valeur, et c'est du bouche à oreille amplifié. L'amplification, elle est payante parce que je devais donner un message sincère et honnête, mais mon métier il est aussi de faire ce contenu, et donc il faut bien que j'en tire un revenu quelque part. J'espère avoir répondu à ta question, mon cher David. Élodie Delgado, dans l'objectif de vendre un projet de podcast à un client, comment justifier que c'est rentable? De votre côté, avez-vous constaté une augmentation des leads et du rebase? Alors, c'est un investissement long, c'est de la notoriété, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Moi, je parle de fond versus de la forme, mais c'est de loin le meilleur investissement qu'on ait réalisé, en tout cas chez Cosa Vostra, nos podcasts. Notre objectif, et c'est là où c'est pas du ROI. Alors, toutes les startups, c'est là où c'est très compliqué pour nous de convaincre de temps en temps des Align, des Payfit, etc., qui eux font que du AdWords, du Facebook Ads, et des gens comme ça qui vont se dire je vais investir là-dedans, quand je vais dépenser 52,70 €, je vais avoir un client. L'approche du podcast, elle est très différente. C'est à force de dire Alan, c'est le meilleur truc, je pense que c'est la meilleure. Au bout d'un moment, les gens vont se dire tiens, c'est Alan qui est en top of mind, je dois changer une mutuelle ou ma mutuelle m'exaspère, donc qu'est-ce que je fais? Tiens, je vais passer chez Alan. Donc on crée ce trigger, cet automatisme, on appelle ça du top of mind, où en fait on pense à... Nous, ce qu'on fait chez Cosa Vostra, c'est exactement ça, avec les podcasts qu'on a, c'est de dire vous avez remarqué par exemple en début de podcast, depuis 1 ou 2 semaines, on a rajouté une petite voix qui dit Cosa Vostra. Voilà. Et ça c'est du branding, et c'est juste de dire si demain vous avez un projet, vous voulez
vous avez besoin de conseils pour voir où emmener votre boîte grâce au digital. Vous voulez faire un site internet, vous voulez faire du design, vous voulez faire de la croissance, du référencement naturel, plein de choses pour faire exploser votre site, exploser vos ventes. Voilà, moi j'ai des développeurs, j'ai des ingés, des designers, j'ai des gens hyper bien câblés qui font que ça toute la journée. Donc pensez à Cosa Vostra, quoi, et pensez pas à un autre. Et je veux être en top of mind là-dessus. Et ça marche, mais au-delà de tout ce qu'on pouvait rêver, Elodie, c'est très très loin de au-dessus. C'est-à-dire, voilà, je donnais des montants de ce que pouvait rapporter ce podcast tout à l'heure. Je pense que sur l'exercice à venir depuis le 30 juin dernier, donc le 1er juillet 2020, je pense que on fera un revenu généré par nos podcasts au pluriel sur l'année entre 2 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça représente quand même quelque chose qui est bien au-delà de nos sponsors traditionnels pour Cosa Vostra. C'est la visibilité qu'on crée grâce à du contenu intelligent et je trouve ça plus vertueux que finalement juste faire de la pub vite fait sur des choses comme ça. Je voudrais montrer un peu qui on est, on nous connaît et on est dans enfin, on propose du contenu authentique et réel. Christelle Martin, j'ai lancé le site écrit-audio.com afin de vocaliser des contenus, post LinkedIn, articles blog, pour créer des podcasts avec des contenus existants. Pensez-vous que le marché est mature ? Oui, je pense que le marché est mature. Après, il faut savoir comment c'est fait. Mais en effet, je pense qu'il y a un usage pour prendre ce que fait The Guardian, et je crois que je me demande s'il n'y a pas des Français qui commencent à le faire, mais sur des articles de presse assez longs, ils vont avoir le journaliste qui va lire son article et pour en avoir une version audio. Parce qu'en effet, comme je disais tout à l'heure, c'est un autre temps d'usage. On est sur un moment où on écoute en voiture, je sais pas, sur une longue sortie à vélo ou en course à pied pour ceux qui font des entraînements comme ça, on se dit finalement je peux cumuler le plaisir sportif et finalement m'alimenter intellectuellement aussi. Donc c'est intéressant. Je pense que donc il y a un marché pour ça, faut voir comment c'est fait, faut choisir vraiment bien le contenu, faut voir la répartition du revenu derrière, mais tout autant que sur beaucoup de choses pour les enfants. Je parlais tout à l'heure des seniors, mais je pense qu'il y a un vrai marché sur les seniors. Il y en a qui entendent mal, mais souvent ils lisent aussi mal, donc il y a des tas de choses à faire, et potentiellement ça permet d'avoir des contenus qui coûtent pas forcément très cher puisqu'ils sont déjà écrits. Il faut avoir la voix qui les lit, mais voilà, donc je pense que c'est une bonne idée. Après, il va falloir voir comment ça peut se partager au-delà de tout ça. Yael Steintecher, je vais écorcher ton nom, Yael, je t'embrasse aussi, j'espère que tu vas bien. Bonjour, tes podcasts sont de plus en plus longs. Est-ce qu'aujourd'hui, la limite de temps n'en est plus une? Alors, si vous écoutez mes 10 premiers épisodes, vous allez voir que je ne parle presque que de ça en me disant « Oh là 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 là, je vais arriver 1h45, etc. etc. » Aujourd'hui, quand je sens les 3 heures approcher, je me dis bon, va falloir faire un effort. En fait, j'ai eu une sorte de révélation là-dessus qui date d'il y a un peu plus d'un an et demi, qui était un épisode de Tim Ferriss avec Nick Kokonas, qui est un entrepreneur dans la restauration à Chicago, qui a fait un des meilleurs restos à Chicago, et où je me suis dit tiens, c'est trop long, je vais pas l'écouter. Et puis, je l'ai écouté. Et c'est un restaurateur. Enfin, c'est quand même très, très loin de mes centres d'intérêt peut-être habituels. Et juste, j'ai adoré cet épisode. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, on s'en fout. En fait, faut arrêter de se mettre ces barrières. Et puis, si la personne est intéressante, on fait 3 heures. Et voilà. Ce qu'il faut faire attention, à quoi il faut faire attention, c'est pas se faire balader par cet invité. Ce qui peut arriver de temps en temps, d'avoir des gens qui vont très bavards, etc., qui veulent faire passer des choses, et on n'est pas forcément là ni pour leur faire la promo, ni pour écouter. Donc, faut aussi avoir la maîtrise de son podcast. J'essaye quand même de la garder. De temps en temps, je ripe un peu. Mais voilà, donc la limite de temps n'en est plus une. Alors, encore moins quand tu vois que justement Joe Rogan fait des épisodes de 5 heures. Voilà, non, je pense qu'au moins, j'ai pu préempter ce côté en France à être celui qui va au-delà des 2 heures sans
sans aucun stress. Et il y a des gens à qui ça convient pas et qui trouvent que je parle trop et qui trouvent que 2h30 trop long. Bon fine. Si quelqu'un veut me proposer de monter tous mes épisodes pour les sortir en 20 minutes pour pas cher et que ça me prenne pas de temps, je veux bien en parler. Mais en l'occurrence, jusque maintenant, je suis très bien dans cette zone et je veux faire du fond, pas de la forme. Je dis souvent que je fais de l'anti-Insta. C'est de l'anti-Insta. Je suis pas anti-Instagram, mais je trouve que les contenus de 2 secondes en croquette comme ça, ça me tend au bout d'un moment, cette surinformation, cette boulimie qu'on a là-dessus. Donc, je pense qu'il faut aussi passer à autre chose. Question de Lucas Pesanti. Bonjour Mathieu. Que penses-tu des podcasts sous forme de débat avec plusieurs invités ? Eh bien, j'ai fait le premier épisode où on était déjà 3 et en fait, je trouve qu'on peut s'y perdre quand même assez vite. On sait plus qui est qui, comment, etc. C'est là où j'admire aussi dans la radio beaucoup de gens qui font des choses très bien. S'il y a des voix assez similaires, on sait plus qui parle. Donc c'est compliqué. Moi, j'aime bien l'intimité d'être à 2 et d'avoir l'idée que l'auditeur est la 3e personne silencieuse au bout de la table. C'est souvent un peu comme ça que je prépare mes invités en amont de mes épisodes. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses très très bien. J'écoutais beaucoup, je l'écoute encore de temps en temps, le Nouvel Esprit Public où il y a plusieurs personnes, c'est bien cadré. C'était sur Culture avant, maintenant c'est Philippe Meyer qui fait ça tout seul. Ça apporte beaucoup de choses, beaucoup de réflexion, du débat, donc c'est très bien. C'est pas ce que je fais, mais c'est très bien. Voilà, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je consomme, mais je pense qu'il y a un public tout à fait pour ça. Question de Claudia Adigoun. Je prononce bien, j'ai peur à chaque fois. Comment promouvoir son podcast et trouver des plateformes adaptées, autres que iTunes, Spotify, etc. Promotion, on l'a abordé quelques fois, donc voilà, hein, on l'a dit, inciter ses invités. Moi, je dis produire beaucoup, inciter, le partager à ses proches au début, et puis après inciter toutes les personnes qui écoutent à le partager, inciter ses invités à le partager aussi, demander à voter aussi sur les plateformes d'écoute de podcast, et ça marche bien. Sur Apple Podcast, les commentaires notamment avec des notes 5 étoiles, c'est important parce que ça fait remonter. Si on a beaucoup de commentaires d'un coup, ça fait remonter dans le classement. Voilà, il y a des moyens de tricher. J'ai jamais vraiment essayé. Je me fais beaucoup contacter par ce que tu appelles les podcasts promoteurs. S'il y en a un qui est d'entre vous qui le fait un jour et qui réussit à bondir dans le classement en payant, souvent c'est des Indiens, des gens du Bangladesh, etc. qui proposent ça. Si vous faites des bons dans le classement et que vous y arrivez, dites-le moi. J'essaierai après, mais j'ai pas franchi ce cap. Voilà. Et après. Trouver les plateformes adaptées, c'est sûr que je pense que 90% de mes audiences viennent de Apple Podcast et Spotify. Donc aujourd'hui, c'est quand même vraiment l'essentiel de ce qu'on fait. Donc qu'est-ce qu'on peut appeler plateforme adaptée? Je sais pas, il y en a quelques autres, des plus petites plateformes d'écoute. Il y a Deezer évidemment qui reste assez gros en France. Mais voilà, donc une fois que le RSS est mis en ligne sur toutes ces plateformes, généralement, les autres plateformes vont venir le chercher chez Apple ou à droite à gauche et eux-mêmes aspirer votre contenu pour le promouvoir sur la plateforme. Et vous verrez ensuite, je crois que Bruno Soulès, qui est en face de moi, qui anime If This Then Dev, sur son business, il y a beaucoup de gens qui écoutent sur Android et qui sont sur une plateforme d'écoute que je ne saurais, je sais pas, c'est pas Podmust, c'est pas, je vais dire une bêtise, mais voilà, une plateforme très Android. Donc voilà, on trouvera, ça viendra généralement naturellement. Adèle de Forge-le-Noir, rejoindre un label de podcast peut-il aider à faire grimper ses audiences? Oui, potentiellement, si le label met en place justement des processus de cross-promotion, mais ça, faut vraiment des engagements importants là-dessus. Et après, souvent, ils ont l'expertise, quoi. Et donc, ils sont capables, dans ces labels, de vous donner des bons conseils. Donc, ça peut fonctionner. Moi, en ce qui me concerne, j'en ai, alors, je vais dire jamais rejoint. J'étais un moment avec Nouvelles Écoutes sur ils avaient un programme d'accélération, mais moi, j'avais déjà bien accéléré, donc c'était plus un deal qu'on avait entre nous, mais
je pense pas que sur le coup ça m'ait vraiment apporté beaucoup d'audience, mais après on a réussi ensemble à aller chercher des annonceurs, donc ça peut fonctionner. En tout cas, si on a besoin d'être rassuré et besoin d'avoir des équipes autour de toi, ça peut être intéressant en tout cas, mais c'est pas nécessaire. Un rappel de la question, alors rappel Elodie, dans l'objectif de vendre un projet de podcast à un client, ça je l'ai déjà fait. Comment j'explique que c'est rentable? Très bien. Frédéric Azoulay, comment fonctionnent les classements sur Apple Podcast par exemple? Est-ce que c'est important? C'est un grand mystère. J'ai un article que je peux vous partager qui date d'il y a 2-3 ans qui explique un peu comment ça fonctionne. On a l'impression que c'est pas mal sur l'accélération plus que le nombre d'écoutes. C'est-à-dire que il y a plusieurs podcasts qui sont devant moi dans le classement qui font beaucoup d'écoutes que Génération Do It Yourself, et vice versa. Il y a des épisodes qui sont derrière et qui en font plus, notamment dans les épisodes de grosses radios, etc. Donc c'est assez complexe. Est-ce que il y a une forme de compète, il y a une forme on a envie de vanity metrics qui est recherché là-dedans. Je sais pas à quel point c'est important. Quand même être dans le top 10, généralement c'est un signe. Et être feature quand on lance, au bout de 2 ou 3 semaines, pousser son podcast auprès d'Apple pour leur dire, regardez, leur faire les créas, pour leur dire, regardez, mettez-moi dans les nouveaux podcasts qui sont bien, etc. Ou mettez-moi si vous avez un contexte Covid ou un contexte Black Lives Matter ou un contexte, voilà, leur dire, tiens, j'ai fait des épisodes là-dessus, est-ce que ça vous intéresse? Eux, ils sont intéressés pour avoir du contenu, donc il faut travailler un peu ce in-app marketing autant que possible. Mais encore une fois, il faut plutôt travailler le contenu à fond. Voilà, question de Marine Verdino. Une fois qu'on a son sujet, qu'on a marqué son idée, son format, etc., par où commencer? Quel argument pour convaincre un invité lorsque l'on est encore personne et que le podcast n'a pas de crédibilité? Merci. Alors, si ton invité, c'est le pape François, c'est compliqué. Mais je pense que sinon, il faut commencer par des invités aussi à ton niveau, que ça plaira. Si on va parler d'eux, si on va parler de leur expérience, leur expertise, ben voilà, faut se lancer. Et je pense que vraiment le plus difficile, c'est le 1, 2, 3. Et puis une fois qu'on les a lancés, ils sont là. Les autres, vos futurs invités pourront les écouter. Et de temps en temps, on a le réseau, un ami d'amis, un Nibel bien senti, quoi. Je veux dire, Jacques Séguéla, j'en parlais récemment. Je lui ai envoyé un mail et 2 heures après, il m'a dit, Mathieu, salut, c'est Jacques, quoi. Et je lui avais jamais parlé. Et voilà, c'était pareil pour Pierre Kosciusko-Morizet. J'avais déjà quand même pas mal d'épisodes avec des gens comme ça, mais pour Marc Simoncini, etc. Mais il y a des gens, si vous trouvez leur adresse email, vous utilisez Email Hunter, par exemple, vous leur écrivez, vous leur dites, je voudrais parler de toi, je voudrais faire ça, ça va durer 1/2 heure, ça va durer 3/4 d'heure, ça va durer 2 heures. Et souvent, pas toujours, mais ils disent oui. Donc faites-en 100, et puis sur les 100, vous en toucherez peut-être 10, 20, 30, 40, 50. Donc voilà, c'est assez simple, hein, c'est un peu comme du sales, des ventes, quoi. Il faut s'acharner. Je vois Zoé qui fait la grimace quand même en face, mais c'est pas si simple pour certains quand tu vas chercher des très gros noms. Mais voilà, il faut juste persévérer. Question de Sylvain Vien, comment es-tu classé au Canada? As-tu un conseil pour s'y propager? Est-ce que l'accent français les rebute? Merci. Écoute, je ne sais pas comment je suis classé, c'est une bonne question. Je sais comment m'y propager, notamment parce que j'ai eu la chance d'être invité sur 1 ou 2 podcasts québécois et des épisodes super sympas d'ailleurs, sur lesquels de loin à distance, avec l'accent, et là tu parles de l'accent, est-ce que l'accent français les rebute? J'imagine un peu quand même, mais ils doivent être plus habitués que nos amis québécois de l'accent français, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu, notamment les films qui sont déjà avec de l'accent souvent pas traduit en québécois mais en français, donc je pense que l'oreille est plus habituée que l'inverse. Et en effet, moi j'ai été invité sur un podcast et au début je me suis dit mais je vais rien comprendre à ces questions, et en effet ça vient très vite, mais voilà, donc ça va propager un peu tout ça, et il y a des très bons podcasts en Amérique du Nord et en français,
Donc voilà. Après, je suis pas du tout expert là-dessus. Je pense je bénéficie d'un effet de longue traîne en fait sur des territoires francophones et notamment aussi en Afrique, beaucoup évidemment, et en Belgique et en Suisse. Tu as parlé de ton incubateur de podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Si vous allez sur le site de Causa Vostra, vous verrez, on en parle. Ça s'appelle Big Bang Media. On essaye de soutenir des podcasts qui ont plutôt des vocations B2B, business, etc. Il y a des événements qui sont créés. C'est Jacques qui est là-bas, que je aperçois là-bas, qui est sur jacques@causavostra.com. Vous pouvez lui écrire, il vous en dira plus. Mais voilà, dans la page podcast de causavostra.com, vous verrez quelques petites choses. Vous pouvez postuler, vous pouvez envoyer un mail. C'est intéressant. Ça permet de mettre le pied à l'étrier. C'est vraiment l'idée de se dire, vous voyez, là, on aperçoit juste à côté de moi. Je sais pas si vous voyez le matériel avec voilà, de quoi monter. Il y en a un autre en face. Enfin, on a quelques séries de matériel. On va donner quelques conseils. On va accompagner au début pour faire les 2, 3, 5, 10 premiers épisodes. Puis après, chacun vole. Et le deal est très simple. C'est que on vous demande énormément de bienveillance en échange de tout ça, mais pas grand-chose de plus. Mais c'est déjà beaucoup, la bienveillance, c'est très bien. Voilà, Florence, question de Florence Delaira. Tu me diras si j'ai bien dit. Matt, tu parlais des podcasts de niche, ce qui est mon cas, et du coup forcément avec moins d'auditeurs qu'un podcast généraliste, mélange du docu via des épisodes solo et d'entretien avec des invités à raison d'un épisode par mois depuis octobre 2018 sur le sujet de la résilience et des femmes traumatisées, cause, viol, inceste. Bref, pas simple, et pourtant j'ai des super retours hyper positifs, mais j'ai du mal à communiquer dessus, pas réussir encore à obtenir un annonceur, je pense. Alors, il y a différentes questions dans ta question, il y a plusieurs questions dans ta question, il y a le volume de la niche. Donc voilà, il y a des podcasts de niche qui peuvent gagner beaucoup d'argent quand tu es sur de la finance perso, je parlais de la martingale, quand tu es sur des endroits où en fait les décideurs ou les personnes qui écoutent en face sont des décideurs qui peuvent dépenser beaucoup d'argent, si tu es sur le podcast des 8 personnes qui choisissent le tracé des autoroutes, j'imagine que tu vois, tu peux voilà, donc ça c'est sur de la niche quelque chose d'intéressant parce que tu as des gens en face qui ont tu as une cible qui est intéressante. Si tu es sur des problématiques, là tu parles de femmes traumatisées, de viols, d'inceste, etc. La difficulté là-dessus, c'est qu'il y a peu d'annonceurs. Alors tu peux trouver en effet de l'audience. Il y a quelques podcasts, même autour de la sexualité. Récemment, je recommandais Prude, qui me fait marrer comme podcast, etc. Mais là, qui est plus drôle d'ailleurs que ton sujet, qui est quand même très dur entre guillemets, mais profond et intéressant. C'est difficile de s'afficher comme annonceur à côté de tout ça, quoi. Tu vois, tu peux pas mettre un Carrefour, un Renault ou un AXA autour de ces. Ou alors c'est une défense d'une cause. Il faut réussir à presque pro bono à avoir des annonceurs qui vont dire bon bah moi je veux défendre et donc bon en début ça va être soutenu par Carrefour ou soutenu par Renault ou par AXA et puis bon en effet il peut y en avoir mais souvent ça va pas être le petit startup ou le petit je sais pas Alan Payfit dont je parlais tout à l'heure qui va soutenir ça parce que c'est pas leur priorité. Ils sont dans d'autres approches de leurs dépenses marketing. Donc là tu es vraiment sur une niche complexe. Je pense que souvent le moyen de monétiser ce type de podcast est peut-être plutôt ce qu'on va appeler le tipping, quoi. Donc les Patreon, Hello Tipeee, etc., qui sont des moyens de demander à ton audience de te soutenir financièrement épisode après épisode en s'abonnant à raison de 3, 5, 10 euros par mois de manière facultative. Ça peut marcher. Certains l'ont essayé. Il faut être très patient parce que ça monte petit à petit, mais une fois qu'on est là et qu'on produit beaucoup, les gens produisent. On m'attend pour enregistrer un prochain podcast, vous voyez, sur la martingale. Dernière question, alors du coup, Agnès Bertrand, bonjour Matt, bravo pour ce live. Je suis entrepreneuse en généalogie familiale. Je souhaite faire des podcasts pour les déficients visuels et interviewer des grands-parents expliquant leur jeunesse sur l'exemple de Mamie dans les orties. Très bien, Mamie dans les orties. Quelle est la protection des données personnelles dans le cas d'un recueil d'interviews sonores? Faites-vous signer un contrat avant à l'intervenant? C'est une très bonne question. Je ne fais pas signer de contrat parce que je suis très casual dans l'approche et que je me dis que
si j'ai vraiment un intervenant voulait me faire retirer son sonore, je le retirerai et puis basta. Bon, après un moment, il est venu, il a accepté de son plein gré d'enregistrer. Je vois pas trop comment il pourrait me dire voilà, ça peut être creusé et je suis peut-être exposé. La problématique que j'ai là-dessus, c'est que faut juste se projeter un peu sur le début de l'interview. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent que je connais pas, que j'ai jamais rencontrés, qui pour certains sont un peu stressés parce qu'ils savent qu'on va parler pendant longtemps, qu'ils vont livrer des choses que souvent ils n'ont pas livrées parce qu'ils n'ont jamais parlé publiquement autant de eux, de leurs projets, etc. Donc moi, je suis plutôt dans une démarche de les mettre à l'aise. J'ai une sorte de cérémonial avant, un café bien installé. Je leur explique les enjeux, ce que j'aime écouter, pourquoi je fais ce podcast, que j'aime travailler beaucoup le fond, le pourquoi beaucoup et le comment énormément. Je veux que mes auditeurs aient de l'apprentissage, qu'il n'y ait aucun stress, que je ne fais pas de questions pièges. Je prends une voix douce comme celle-là et puis voilà, je les accompagne. Et si au milieu, je leur dis, tiens, tu peux me signer ce petit truc. Bon, alors je pourrais le faire à la fin, mais même à la fin, il y aurait un truc un peu en mode, tiens, dans quoi je m'engage, cette relation, tu vois, de signature de... Voilà, donc je pars du principe que je m'expose pas trop juridiquement. Et je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête et que si jamais quelqu'un à un moment vous menace de quelque chose, vous dites écoute, je vais le retirer, c'est pas grave et puis tant pis. Mais voilà, donc je pense qu'il faut pas se stresser là-dessus. C'est pas des problèmes qu'il faut se rajouter. Voilà, je crois qu'il y en a qui le font, mais je trouve que dans le cérémonial c'est pas très bon. En tout cas, voilà, un podcast pour les déficients visuels, je pense qu'une très bonne idée évidemment, parce qu'il y a beaucoup de contenu auquel ils n'ont pas accès et que tu peux pousser comme ça. Je crois qu'on a fait un bon tour de tout ça. Je suis vraiment en retard. Puis voilà, un live qui devait durer 1 heure. Voilà, vous m'avez fait. Je peux assumer moi tout seul comme un grand cette responsabilité. Arriver jusqu'à 1h44. Bon alors, avec des petits problèmes de ma part techniques qui n'arrivent pas très souvent. Mais voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Au moins, on a couvert beaucoup de choses. Je vous invite, on mettra les liens dans le podcast de tous les articles qu'on a mis là-dessus. Voilà, n'hésitez pas, tout le matos. S'il y a des questions, on essaye d'y répondre, mais on essaie aussi de les grouper au maximum. On pourra en refaire une session prochainement. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de ressources sur la prod, sur tout ça. Il y a Big Bang Media, il y a Jacques, il y a Zoé. Donc voilà, lancez des podcasts, parlez de génération do it yourself dans vos podcasts aussi. J'essaierai autant que possible de parler des vôtres, mais en tout cas, voilà, c'est important et soutenez-vous entre podcasteurs. Poussez ceux qui font des podcasts dans votre univers à fond. Les dentistes avec les dentistes, les architectes avec les architectes. Ne vous voyez pas comme concurrents. Invitez-vous les uns les autres. Il n'y a jamais trop de contenu dans des contenus comme ça. Et puis au bout d'un moment, de toute façon, les gens découvrent ce qu'ils aiment et donc autant leur faire gagner du temps. Soyez bienveillants entre vous. C'est un monde de bisounours ou presque. Voilà, mais même avec vos annonceurs, soyez vos sponsors, soyez sympas, bienveillants et transparents. Essayez de faire en sorte que ce soit un marché productif et maintenez des prix hauts quand même sur vos CPM aussi, parce que torpiller tous les prix des podcasts, je pense que c'est pas une bonne chose. Faites ça bien parce que ça fonctionne. Voilà. Je vous souhaite un bel été. J'espère à bientôt sur Génération do it yourself. J'ai un super épisode qui arrive avec Jérémy Charrois, je crois, ce week-end. Et j'ai enregistré plein de belles choses pour l'été. Je vous dis à bientôt sur Génération do it yourself et en live peut-être ici plutôt fin août, début septembre. Salut, merci, ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération do it yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.